Maxence dans l'horreur du dimanche. Pour un spécial trauma. Maxence dans l'horreur du dimanche. 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 Pour un spécial trauma. Maxence la masterclass. Maxence la masterclass. Maxence la masterclass. Maxence la masterclass. Pour un spécial trauma. Maxence la masterclass. Maxence la masterclass. Maxence la masterclass. Maxence la masterclass. Dans l'horreur du dimanche. Bravo! Salut! C'était bien, hein. Salut, ouais, salut! Super punk rock. Merci. Oui, bah, tu vois, moi, c'est toute ma vie. Une belle année qui s'annonce. Sous les meilleurs auspices, là, vraiment. Bonne année, c'est vrai. Salut les traumatisés de 2024, bonne année. Bienvenue dans l'heure du dimanche, le podcast de la frousse molle, du frisson mou. Le podcast des films qui font bader au calme, le podcast préféré des doomers, j'espère. Malgré tout, plus je fais le podcast, plus je me rends compte qu'il est finalement une lumière dans l'obscurité, un échappatoire pour nos timides mis à rude épreuve par une actualité politique merdissime. Bah non, moi ça va pas fort, comme d'habitude. Mais là, en plus, j'ai une méga sciatique. Alors, c'est pas si grave que ça, finalement, cette histoire de sciatique, parce que du coup, j'ai quand même eu droit à un petit arrêt de travail. Et comme j'ai mal, je prends des douches chaudes. Et comme je prends des douches, je réfléchis. Et figurez-vous, les auditeuristes, Qu'est-ce qui se passe là? figurez-vous qu'en réfléchissant, ce podcast m'a changé. Auparavant, il y a encore quelques années, en bon cinéphile semi-toxique, mon rapport au cinéma était essentiellement fétichiste. Tant de temps passé à louer l'efficacité d'une scène, l'écriture d'un personnage ou d'une intrigue, la cohérence entre une forme et un propos, obsédé par l'appréciation d'un objet film bien fini, un peu comme une Audi TT intérieur cuir toute option. Et d'ailleurs, quoi de plus adapté que l'exercice ultra codifié du film de genre, ce putain de mot valise, pour permettre l'appréciation ultra normative d'un film bien foutu, d'une scène efficace. Après 1 an et demi de podcast, d'échanges et de rencontres, et surtout de films, je pense avoir résolument changé ma grille d'appréciation, je ne pense même plus en avoir, à vrai dire. Un film, c'est un objet certes, ça produit un discours évidemment, parce que ça vient de quelqu'un. Au-delà du divertissement, ou de la portée sociale, philosophique de son récit, un film, un geste de cinéma parle de son auteur, de son autrice, et occupe l'espace qu'on lui accorde. Il n'est donc pas surprenant que dans un monde dominé par un capitalisme de plus en plus décomplexé, nos blockbusters prennent la forme de monstres à pognon, compétitifs, toujours plus déshumanisés et boursouflés. Et oui, car malgré le bruit, la pyrotechnie, la belle finition, le bel usinage, ce cinéma demeure muet, ne produit aucune valeur et n'a de transgressif qu'un budget délirant. Coucou Denis Villeneuve. Au hasard. S'il te plaît, film, mets-moi mal à l'aise, pousse-moi dans mes retranchements moraux, transgressons ensemble, j'irai où tu iras pendant 90 minutes et je choisirai à quoi chérir, je choisirai quoi garder, je choisirai quoi vomir, je choisirai quoi rejeter. Cinéma, traumatise-moi. Wow. Merci d'être avec nous, Maxence. Ça va ? Mais ça va, merci à vous de m'inviter. Je suis toujours hyper heureux. C'est la 2e fois que je viens ici. Ouais. Et donc, du coup, je suis doublement heureux. T'es un habitué maintenant. Ouais, c'est la maison. Alors, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Maxence, a.k.a. Very Nasty Stories, c'est l'homme de la transgression, l'homme du cinéma alternatif, queer, punk. C'est encore une fois l'homme qu'il nous fallait. Vous pouvez d'ailleurs consulter sa page Instagram pour y découvrir un travail vidéo d'orfèvre, des chroniques passionnantes sur des films singuliers. Merci d'être revenu chez nous, Maxence. Ah, mais merci à vous. Et puis, comme d'habitude, il y a aussi mes camarades, Léo, le zoomer fou aux mèches de feu. Ça va, Léo? Ben oui, on a réalisé que tu étais de la génération Z. Oui, dernier épisode, je suis un Gen Z. Ouais, t'es un Gen Z. Crampté, Pagnan, Cocoubé. Ouais, arrête là. Lola, la steadicameuse la plus clémue d'Île-de-France, ça va? Bah ça va, j'ai un peu mal au dos. Ouais. Mais bon, 2025, c'est bien. Ouais.
Et Camille, notre digueuse lifestyle, notre envoyé spécial soirée, notre grand reporter clubbing. Ça va, Camille? Ah bah oui, je fais mon travail fort en ce moment. Mais bye bye le dragon de feu de 2024 qui nous a bien fait chier. Ouais. On joue 2025. Oui, bah attendons. Ouais. Oui. Oui. Et enfin, cette émission ne serait pas la même sans notre auteur, compositeur, producteur, investisseur, réalisateur, manager, tourneur, opérateur, régisseur, coiffeur, influenceur, crossfader, interprète. Bref, un couteau Brice. Brice, ça va, Brice? L'horreur du dimanche, épisode spécial trauma avec Very Nasty Stories, Maxence. C'est parti, c'est maintenant. Et avant de commencer avec le premier film de la sélection, on va peut-être demander à Maxence, peut-être que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que la trauma. Mais avec plaisir. Pour revenir un peu sur ce qu'est trauma, il faut revenir sur ce que moi j'étais. Je vais faire un story time là. Tout de suite. Ah ouais, Mais vas-y, oh yeah. Vas-y, on prend je des t'en notes. supplie. Camille a ouvert son carnet. Oui, c'est ce que je vois, elle prend le stylo. Bon, alors, j'ai à peu près 14-15 ans quand moi je fais une boulimie de cinéma d'horreur. Vraiment, j'en mange jour et nuit. Je regarde que ça et je vais sur un forum qui est canadien, qui s'appelle Horror Web. Et comme les gens sont canadiens, ils ont accès à plein de films que moi je n'ai pas accès en Europe. À l'époque, moi j'étais en DVD, donc ça marchait par zone. Ah oui. Et en Europe, on était en zone 2. Et nos lecteurs ne lisaient même pas le zone 1, donc ça servait à rien d'aller acheter le film comment on appelle ça, en export, En import, ouais. on n'avait pas. Et donc du coup, ce forum nous permettait d'avoir accès à ces films-là qu'ils mettaient illégalement. Ne refaites pas ça chez vous. C'est très dangereux. Tu devais mettre 4 jours à les télécharger. Évidemment, Ouais. évidemment, ça se méritait. Hein. Ouais. Ça se méritait. Et je suis tombé un jour sur une pochette d'un gâteau de mariage qui s'effondre. Un film dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle The Newly Dead. Et je me suis lancé là-dedans. Alors je sais pas si je l'ai regretté ou pas. Je pense qu'un peu, un petit peu. Je me suis surtout demandé si c'était pas un film que le mec qui avait posté le lien avait fait lui-même dans la forêt d'à côté de sa maison, quoi. Je suis tombé sur ce super film là. Ouais. Je me souviens même me dire, est-ce que c'est un snuff? Est-ce que ce truc est un snuff? C'est hyper mal filmé, c'est hyper mal joué. On dirait que c'est tourné en une seule fois. Ça n'a ni queue ni tête. Et puis ça m'a aussi fasciné, en fait, parce que du coup, j'avais jamais vu ça avant, un truc aussi fait à l'arrache, si on peut dire ça, mais qui était assez bruyant pour retenir mon attention quand même. Pas brillant, hein, bruyant, j'insiste. Et c'est là où j'ai découvert, grâce à l'introduction, Trauma, avec ce célèbre générique. Oui. Petite musique d'aérobic. Exactement, avec des immeubles en fond, c'est magnifique. Et du coup, je me suis penché sur ce qu'était Trauma, et c'est là où j'ai découvert la boîte de Pandore. Ouais. Vraiment. Je sais pas si j'étais encore beaucoup trop jeune, je pense, pour découvrir Trauma. Mais en même temps, c'était la période idéale. Ouais. Trauma, c'est une boîte de production, du coup, qui est née dans les années 70-74, si je me trompe pas, et qui a été créée par Lloyd Kaufman, un grand monsieur, un génie, une idole. Ouais, super mec. Une icône, vraiment. Et pour la petite histoire un peu horrible, pour vous la péter avec vos amis qui n'ont pas du tout envie d'entendre parler de l'histoire de Trauma, le premier film de la Trauma, c'est un film que Lloyd Kaufman a fait lui-même, un film qui dure 15 minutes et qui montre un cochon mourir. Voilà. Chez un boucher. Donc c'est un snuff pour le coup. Okay. Et Lloyd Kaufman a fait ça sur un coup de tête. Il le montre à sa famille et la réponse fut unanime, c'est horrible. Personne n'a envie de voir ça. Pourquoi tu nous as montré ça? Le bon dimanche en famille. Exactement. J'ai fait un petit truc. Regardez mon court-métrage. Mais le film a quand même été loué pour ses qualités, moi, de ce que j'avais lu, en tout cas. Alors, la qualité. Il a adoré les cahiers du cinéma. C'est là où ça se rejoint, si je peux dire ça comme ça. C'est que Lloyd Kaufman, il va retenir un peu deux choses de ce premier film. La première, c'est que le trash, le gore, ça fascine. Puisque tout le monde a lancé le film, et même si tout le monde a détesté, tout le monde a des questions dessus, tout le monde a regardé jusqu'au bout. Donc ça fascine. Mine de rien, une fois que le film est lancé, c'est parti, quoi. Et le deuxième truc qu'il va apprendre, c'est qu'en fait, faire un film, c'est hyper facile. Il lui suffit d'une caméra, et point. Il n'y a rien besoin d'autre. Et effectivement, comme tu disais, Camille, il a aussi une fascination... Alors,
Trauma, c'est un peu l'enfant de deux fascinations de Lloyd Kaufman. La première, c'est effectivement les cahiers du cinéma et la nouvelle vague française. Donc tout ce qui est ce cinéma vérité, tout ce qui est ce cinéma qui n'a aucune limite, qui ne s'impose pas de limites, que ce soit des limites techniques que les limites narratives. Donc voilà, il est vraiment dans ce truc de on peut tout faire, on peut tout dire, on peut tout montrer. Et on repousse les limites toujours. C'est intéressant. J'aurais bien aimé savoir ce que pensait Truffaut de la Trauma, du coup. Et bah ouais, mais en fait, bizarrement, ça en découle. Ouais. Et ça paraît presque logique, une fois qu'on le sait. C'est vrai. Et le deuxième parent de la Trauma, c'est le théâtre et Broadway, plus particulièrement. Parce que Lloyd Kaufman, c'est son premier amour, c'est Broadway, c'est pas du tout le cinéma. Et on va retrouver dans Trauma tout ce côté-là qui est fait en une prise, presque, qui est aussi privilégié des effets pratiques, des effets qui sont faits directement devant la caméra, un peu comme en direct sur une scène de Broadway. Et aussi tout ce qui est... Alors, moi j'ai envie de mettre ça dans le surjeu des acteurs, certains diront juste qu'ils jouent mal. Moi j'ai envie de croire qu'il y a quelque chose d'un peu surjoué, d'un peu camp, d'un peu Broadway, d'un peu... J'ai la même sensation. Hein. Mais ça dépend en plus des films. Oui, ça dépend des films. Mais il y a quand même ça un peu dans la DA, moi je trouve, de théâtre en général, même de costumes. Donc voilà, la Trauma naît un peu de ces deux obsessions de Lloyd et va s'inscrire dans le trash. Alors... Petite parenthèse sur le trash quand même, parce qu'on a tendance à... Moi le premier, quand j'ai entendu trash en première fois, j'associe ça à du gore, j'associe ça à un truc dégueulasse, ce qui est un peu la Trauma effectivement, mais dans le trash, il y a aussi beaucoup de notions de transgression. Il y a aussi une notion de visibilité. Trash, si on traduit vraiment mot pour mot, ça veut dire poubelle. Poubelle, c'est un peu tout ce qu'on met qu'on n'a pas envie de voir chez nous. C'est aussi tout ce qui n'est pas utile, qu'on considère pas utile plutôt. Et le trash, le genre cinéma, c'est vraiment, ça représente ça en fait. Ça représente tout ce qui est mis de côté, tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout ce qu'on n'a pas envie de montrer dans son bel appartement. Et la Trauma, elle va se nourrir de ça. Et donc du coup, franchement, ça ne pouvait que correspondre, moi je trouve, à un adolescent de 15 ans. Bah oui. Qui est en pleine rébellion. Ça a dû ouvrir tes horizons, effectivement. Ah bah oui, totalement. Totalement. J'ai encore plus détesté mes parents. Mais ouais, pour un adolescent, je trouve que Trauma, c'est un peu une accroche qui se fait. Et c'est un cinéma qui est très adolescent aussi, dans son humour, dans tout. Voilà. Mais voilà, moi j'ai découvert la Trauma comme ça et ça a été un vrai coup de cœur. J'ai vraiment dévoré très très vite beaucoup de leurs films. Donc du coup voilà, je suis hyper content d'en parler aujourd'hui. Je suis hyper content aussi et curieux d'avoir vos avis parce que les 4 films se ressemblent sans se ressembler. Il y a des petites divergences. Je rajoute un élément que moi j'ai lu, mais tu vas peut-être me confirmer, que je trouve particulièrement intéressant, mais Kaufman, de ce que moi je pensais, avant de m'intéresser au personnage pour l'épisode particulièrement, je pensais que c'était un prolo, quoi. Mais en fait pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un ado rebelle, c'est-à-dire que c'est un mec qui vient d'un milieu extrêmement bourgeois et privilégié, qui a étudié à Yale. Enfin, donc c'est là où il a rencontré Hertz. Voilà. C'est né d'un rejet. Oui, le co-créateur de Trauma. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant pour comprendre l'ADN de Trauma, quoi, aussi. Et ses parents étaient, tu parlais de Broadway, c'était des grands mécènes de théâtre. Donc il y a des petites anecdotes très drôles que je donnerai au fur et à mesure de l'épisode. Très bien. Eh bien, épisode que l'on va commencer tout de suite avec le premier film de la soirée, Graduation Day. Oui, Graduation Day. Pete McFarland set the state record in the pole vault. Tony and Dolores were king and queen of the prom. The class of 81s being fitted for caps and gowns and coffins. There's 200 seniors at Midvale High and 7 days till graduation. Too bad there'll be no one to celebrate with. Donc, tout ce qui est dans cette bande-annonce n'est pas dans le film, à part la musique. Graduation Day, Maxence, un petit mot, ce choix alors. Pourquoi ce choix ? On t'a demandé de choisir 4 films.
tu nous as sorti Graduation Day. Alors... Totalement, c'est pas le film auquel on pense quand on pense trauma. Hein, exactement, moi je le connaissais pas du tout. C'est vrai, tu connaissais pas ? Non, jamais entendu parler. Non plus. Alors pourquoi Graduation Day ? Parce qu'il correspond au début de Trauma. Donc ça a ouvert au début des années, fin 70 plutôt. Donc Graduation Day 81, c'est encore les débuts et c'est encore une époque où Trauma veut plaire. Alors Graduation Day n'est pas produit par Trauma, il est distribué et c'est là où c'est un peu intéressant, c'est qu'il est distribué par 2 filiales, Trauma mais aussi la Columbia, qui est une grande major elle par contre, et Graduation Day va faire partie de ces films qui vont convaincre Lloyd Kaufman de ne plus jamais faire confiance aux grandes majors. Aux majors. Oui, exactement. Donc on voit souvent sur Trauma ce logo qui marque 40 ans de totale indépendance, et en fait c'est un peu faux. Puisque à ce moment-là, ils s'associaient encore pour produire ou distribuer ou acheter des films avec des grandes majors. Graduation Day, il est aussi connu pour sa censure. Il a subi un peu de censure avant sa sortie. Je crois que maintenant, on a accès aux scènes coupées, il me semble. Mais à l'époque, non. Et ça fait partie des trucs que Lloyd déteste. Qu'on le censure, ça le rend fou, qu'il ait produit ou pas le film. Donc voilà, je trouve ça intéressant de voir par où la Trauma a commencé aussi. Donc voilà, j'ai trop hâte d'entendre vos avis. Eh bien, donc Graduation Day, La mort en récompense, titre français. Donc sorti en 81, réalisé par un certain Herb Fried, que je ne connaissais pas, et qui n'a pas fait énormément de choses. Pour intéressant, un budget qui est chiffré selon Wikipédia à 250K, hein, donc c'est pas énorme. Alors à l'époque, c'est plus que maintenant, en compte de l'inflation, mais ça reste quand même très modeste comme budget. Et il a rapporté 24 millions. Donc c'est pas mal. Pactole. Ouais, jackpot. À l'affiche, on retrouve Christopher George qui joue le coach George Michaels. Bon, c'est un détail, mais je l'aime bien, ce détail. Qui était un acteur qui était principalement connu pour ses apparitions à la télé, hein, dans une série des années 60 qui s'appelait... Rat Patrouille ou Rat, je sais plus, Rat Patrol, pas de patrouille, Rat Patrol. C'est pas pareil. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Voilà, Patch Mackenzie dans le rôle principal, Dan, donc qui n'a pas eu une grande carrière. Danny Murphy qui joue Kevin, qui n'a pas non plus une grande carrière. Et je cite aussi 2 acteurs que j'aime bien, Michael Pataki qui joue le principal Guglione parce que lui il est quand même génial, et E.J. Picker qui joue sa secrétaire Blondie, qui est un chouette personnage. Qu'est-ce que ça raconte Graduation Day ? Eh bien, Laura Ramstead, lycéenne surperformante en athlétisme, sous la pression de son coach, du coach George Michael, décède brutalement suite à une victoire en course relais. Une embolie pulmonaire, on sait pas. C'est ma pire angoisse, hein, sa mort. Ouais, bah écoute. J'arrive plus à dormir. Mais tu cours pas en relais, donc pas de problème. Non, quelques mois plus tard, sa sœur Anne Ramstead, officière dans la Navy, revient dans sa ville natale afin de participer à la cérémonie de remise des diplômes, le Graduation Day, au cours de laquelle un hommage sera rendu à sa sœur défunte. Sauf que, eh bien, la team d'anciens amis sportifs de sa sœur, donc qui s'est fait tuer, se fait violemment massacrer par un mystérieux tueur masqué. Serait-ce le coach George Michael ? Il y a pas beaucoup d'indices, je trouve, pourtant. Serait-ce cette enflure de principal Guglione ? Serait-ce cet enfoiré de Ronald, le beau-père lubrique ? Eh ben non, raté. En fait, spoil, c'était Kevin, l'ex de Laura, décidé à se venger de celles et ceux qui ont précipité la mort de sa go. Bon, c'est pas très clair, on comprend pas tous les enjeux, mais Graduation 2 m'a quand même attrapé de bout en bout sans que je ne sache exactement pourquoi. Peut-être est-ce la forme, car oui, malgré le label Trauma, mais du coup tout s'explique avec ce que tu nous as dit en préambule, le film est beau, relativement beau, les séquences de montage parfois même un peu audacieuses, hein, il y a des inserts, tout ça. Peut-être sont-ce les acteurs convaincants. Bon, ouais, je sais pas. Et non, mais en fait, je crois savoir Graduation Day, mais il y a plus de 40 ans, le doigt exactement là où ça fait encore mal, les 2 pieds dans le plat, en décrivant les relations toxiques
excusez le mot-clé pour les anti-woke qui nous écoutent, je le sais malheureusement, en décrivant donc les relations toxiques qui existent au sein d'un établissement scolaire peuplé de petits blancs états-uniens middle class. L'emprise psychologique d'un coach sur ses élèves, par exemple, le sexisme et la misogynie ambiante dépeinte au travers du personnage du principal, l'objectification des femmes par les hommes. Bref, tout cela semble tristement moderne et d'actualité. Et il y a un élément que je trouve intéressant qui est la question du mal blessé, donc du personnage de Kevin, qui se pose dans le personnage de Kevin, du mal blessé qui décide donc d'emporter tout ce qui lui rappelle le succès de sa défunte Zouz, parce que on croit comprendre que Laura était quand même quelqu'un d'extrêmement performant et qu'elle était même plus performante que lui, qui est également un sportif. Donc on comprend entre les lignes, si on creuse vraiment, si on se pose beaucoup de questions existentielles en regardant Graduation Day, on peut y voir peut-être un angle intéressant. Et puis, donc, on imagine qu'il n'a pas pu l'avoir pour lui, la mettre à la maison, et lui faire des gosses. Elle est morte en pleine victoire, investie dans sa réussite. Et d'ailleurs, chose intéressante, jamais lui ne dira qu'elle lui manque ou qu'il l'aimait, mais son seul argumentaire, c'est nous devions nous marier et en gros, je devais la posséder. Donc, de ce point de vue-là, je trouve le film un peu intéressant et un peu moins bas de plafond que ce à quoi il pourrait ressembler, parce que ça se présente quand même comme un slasher assez basique, quoi, assez bas de plaf. Mais il y a cette ambiance, il y a cette touche du début des années 80 que j'aime beaucoup. Et moi, ça m'a fait étrangement penser, je pense dans l'esthétique, mais c'est pas aussi bien, mais un film que tu nous avais fait voir, qui était Baker Butcher, Nightmare Maker. Je trouve qu'il y a un côté comme ça dans l'exploration de l'environnement scolaire états-unien de jeunes lycéens. Il y a des petites... des petits liens que j'ai fait entre les films. Alors évidemment, Butcher, Baker, Nightmare Maker est quand même bien supérieur en termes de suspense et de maîtrise du médium cinéma, mais quand même, Graduation Day, ça m'a complètement porté. Puis il y a cette scène, donc on en parlait juste avant off, cette scène qui est, je trouve, tout à fait réussie, cette scène de concert et de poursuite. Donc la musique qu'on a entendue dans l'extrait, c'est la musique qui est jouée pendant le concert, et au cours de laquelle il y a une course-poursuite qui est quand même assez bien foutue, je trouve, pour l'époque, et avec des plans qui sont quand même assez chouettes. Voilà. Bizarrement, c'est moins gore, c'est peut-être le film le moins gore de la sélection, mais encore une fois, tout ça s'explique probablement par ce que tu nous as dit, que c'est pas du 100% trauma, et que c'était un film qui a peut-être été fait aussi, a été un peu édulcoré, et peut-être un petit peu charclé. Peut-être que la Columbia a eu une emprise sur Très certainement, la réalisation du film. Du coup, effectivement, ça fait sens, parce que je me disais en le regardant, c'est marrant, il manque un truc voilà. Mais voilà, film que j'ai quand même trouvé intéressant pardon, je reviens, c'est complètement décousu, mais il y a un petit côté Black Christmas aussi. Oui, totalement. Dans encore une fois l'environnement scolaire, tout ça, et puis les scènes enquête aussi, le côté enquête un peu futile, et puis les scènes, il y a les scènes en POV qui sont quand même des marqueurs du slasher de l'époque. Voilà, ça vous a plu, vous, Graduation Day? Oui. Vas-y. Oui, effectivement. Moi, j'ai été surpris parce que je savais pas trop quel film tu allais nous présenter, et des quatre, je pense que c'est le plus sérieux. Et du coup, merci de nous éclairer sur le processus de création et de production du film. Et pour moi, je trouve que le ton au sérieux marche assez bien, et je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants dans le film aussi. Gros big up au montage. Tu t'as commencé à en parler tout à l'heure, Camille, mais il y a vraiment des procédés de montage et de mise en scène par le montage qui sont très modernes, je trouve. Pour un film de 80, tu le regardes, t'es en mode ah ouais, ok, d'accord. C'est quasiment clippé à certains passages, il y a des surimpressions, il y a plein d'effets de montage qui sont assez chouettes et qui marchent très bien. Et ça a beau être sérieux, les thèmes des films de la trauma sont déjà là, en fait. Complètement, même sur le rapport au corps, la pression du milieu scolaire,
le dogme de la performance dans le milieu du sport. Enfin, il y a plein de trucs qui sont déjà là. Il y a cette scène d'intro en plus avec sa sœur Anne qui est militaire du coup et qui tombe sur un autostoppeur qui incarne plein de choses. Le camionneur. Un camionneur qui incarne plein de choses horribles quoi, donc, dès le début du film. Et ouais, moi j'ai beaucoup aimé Graduation Day pour tout ça. C'est un peu les prémices de ce qui va être fait après dans une forme totalement différente. Mais ouais, gros succès pour moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Bah, tu sens que ils ont pas encore osé, enfin c'est pas encore complètement la trauma. Et c'est vrai que c'est bien qu'on commence par ce film. Et effectivement, moi je connaissais pas du tout l'histoire de la création de Graduation Day, mais oui, bah après, je suis d'accord avec ce qu'a dit Léo et ouais, moi c'est peut-être finalement le film devant lequel je me suis le moins marrée, mais parce que voilà, c'est encore une fois le plus sérieux, mais c'est un film sérieux. Un faux film sérieux en fait, parce que voilà, c'est déjà les thèmes de la trauma, et puis en fait en vrai il y a quelques scènes risibles parce que il y a plein de trucs qui sont too much déjà. Et ouais, moi qu'est-ce que j'ai retenu que finalement le sport c'était pas si bon pour la santé que ça. Je te confirme. Ah oui, mais toi, ils sont vivants. Et ouais, non, bah après oui, il y a toute cette dénonciation de la situation des femmes dans le milieu sportif. Et puis je pense qu'il y a une interrogation aussi sur la compétition, enfin qui est en fait assez en avance. Parce que... On est 30 ans avant leur Manodou. Donc, c'est ton échelle de situation. C'est sa datation. Le malade. 30 ans avant Philippe Lucas. Mais non, mais oui, sur les effets nocifs que ça peut avoir et que... Ouais. Enfin, je sais pas, Camille, toi. Aide-moi parce que là je patauge dans la semoule. C'est Philippe Lucas qui. D'ailleurs, Philippe Lucas, Georges Michael, voilà. Deux prénoms à chaque fois. Encore une fois. Il y a peut-être une théorie à faire effectivement sur les entraîneurs avec des doubles prénoms. Non, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve c'est marrant parce qu'effectivement il y a cette première lecture très slasher qui moi m'a fait penser à Halloween aussi. Tu sens qu'en fait il y a un besoin de rendement, et là où c'est rigolo c'est ce rapport au chronomètre qui vient séquencer comme ça le film, et comme un slasher où chaque mort ponctue comme ça, et avec un souci d'efficacité et de plaisir pour le spectateur. Et ça c'est très bien respecté, et tu sens que il voulait que ça fonctionne bien. Et il y a le sous-texte dont vous avez beaucoup parlé, donc je ne peux pas rajouter grand-chose, mais qui est beaucoup plus sombre. Moi, j'ai été assez marquée par l'ambiance familiale. Et d'ailleurs, le film se conclut par ça, par l'entrée du beau-père dans la chambre. Et en fait, c'est lui, le traumatisme. Il fait partie du vrai traumatisme, quoi. C'est... Le tueur, à la limite, c'est juste un fleurettiste qui utilise n'importe comment son fleuret, d'ailleurs. Et on fait il le met dans un ballon de... Non, mais surtout, il tape comme si c'était un sabre. Ce n'est pas la même chose. On est d'accord que ça tranche pas comme ça. Non, pas du tout. Ouais, non, ça ne coupe pas. Il y a beaucoup de choses peu crédibles. Voilà. Et en plus, ça me fait beaucoup rire parce que sa combinaison... Oui, parce que c'est donc un fleurettiste, le tueur. On dit un fleurettiste, je ne savais pas. C'est joli. Et sa tenue est ridicule parce qu'elle plisse. Je trouve que ça... moi, c'est bon, voilà. Ça me fait rire que moi, mais moi j'étais en fou rire parce que je trouvais ça ringard. La tenue est plissée. Non, mais tu sais, ça lui fait vraiment. Mais où est son steamer? On dirait un enfant. Non, mais avec son truc. Bon, bref. Moi, j'aime bien la qui est pas assez moulant. Le footballeur américain aussi, là, elle est bien sa tenue aussi. Pas mal, c'est pas mal. Après, le seul point, c'est qu'on, là où ça ressemble quand même au film d'exploitation qu'on connaît, pas toujours très chic, c'est les titis qui sont tout le temps présents. Dès qu'il y a une meuf qui court, elle perd ses boutons. Oui, c'est vrai, oui. Bon, et sur le plan d'après, ils sont accrochés par contre. Oui, t'es là, genre, mais qu'est-ce que c'est? Ça devait être la troisième passion de Lloyd Kaufman. Oui, Broadway. Mais l'héroïne, effectivement, les personnages féminins sont assez intéressants, et moi j'aime bien cette héroïne Anne qui est dans l'armée. J'aurais aimé l'avoir c'est plus assez quand rare. même. Tu vois ça, tu dis putain, ça sort d'où quoi? Oui, c'est ça, c'est assez rare de caractériser une. Surtout dans un slasher, de caractériser une femme comme ça. Et en plus, elle refuse. C'est le potentiel aussi après à se défendre face. En fait, les suspects du film sont à chaque fois des hommes extrêmement malveillants et toxiques, et en fait c'est les figures qu'on nous présente à chaque fois. Donc il y a son beau-père, ça commence avec le camionneur, il y a son beau-père, il y a le coach, il y a le principal qui est une immonde merde aussi,
Et Doug Leon. Mais il a des pantalons incroyables. Moi, je tenais à en parler. C'était le point mode. Voilà. Non, très chouette film. Et effectivement, belle introduction, je pense, pour la suite. Pour la suite, ouais. Et puis moi, j'insiste sur ce point, mais il y a un truc bizarre de temps en temps dans ces films-là, dans ces espèces de slashers des années 80. Il y a un truc pas net sur les motifs profonds des tueurs, en fait, à chaque fois, qui sont toujours, en fait, ces espèces d'ados hyper frustrés, qu'on pourrait qualifier d'incel, en fait, maintenant, un peu. Oui, carrément. Et c'est quand même hyper drôle de voir ce genre de personnage qui a presque disparu, en tout cas, qui est plus représenté de manière aussi caricaturale au cinéma maintenant. Et à l'époque, ils étaient très présents, quoi. Il y a beaucoup de films où on les voit, quoi. En tout cas, il y a beaucoup de films de cette époque-là où on les voit. Donc moi, je trouve que c'est un point qui est quand même assez intéressant. Moi, je comprends pas trop, mais bon, tu l'as dit au début, on comprend pas forcément les motivations du tueur, mais je comprends pas trop pourquoi les victimes sont ces victimes-là visées, en fait. Enfin, je comprends pas pourquoi l'équipe de sport... parce que lui considère que c'est eux. Mais à la limite, tu vois, le coach, je comprends. Ouais. Mais si tu veux, c'était peut-être le truc de compétition qu'ils avaient entre eux, peut-être de se tirer tous vers le haut, vers la performance, tout ça, qui font que elle, on ne sait pas en fait, parce qu'elle meurt littéralement au bout de 5 secondes de film. C'est vrai qu'on a peu d'informations sur cette jeune femme. Mais ça commence par des performances sportives de tous ces jeunes lycéens qui succèdent. Et donc on a l'impression que c'est une espèce d'équipe qui sont très soudées, qui font du sport ensemble, qui cherchent à être bons, à être forts et machin. Et voilà, donc c'est pour ça qu'ils veulent les tuer, parce qu'ils considèrent que c'est un peu... Mais est-ce qu'on est d'accord que l'acteur, au moment du tournage, a déjà 45 ans et 5 enfants? Oui. Parce que moi, j'étais en mode... C'est qui? Comme tous les slashers. C'est pas un slasher des années 80. Exactement. Oui, mais alors les femmes, elles, à peu près, sont un peu... oui. Il faut qu'elles soient jeunes et bien tendues. Ok. Jeune et bien tendu, c'est le titre québécois. Non, c'est le titre de Lola. Oui, pardon. C'était en parallèle avec le costume plissé du fleurettiste. Ok. Next. Le film d'après. C'est quoi déjà? J'ai oublié. C'est moi. C'est toi. Brice soit pas désagréable. Attention. Voilà, Brice qui vient de se faire recadrer. À tort. C'était une blague. Excuse-nous, Brice. C'était parfait. Donc, c'est quoi ton film, Lola, le film qui t'a été attribué du coup? Qui m'a été attribué, c'est The Toxic Avenger. On va se marrer. Melvin became the Toxic Avenger. The first superhero born out of nuclear waste. Yes, the muggers and the rapists didn't know what law and order was until the Toxic Avenger came to town. Holy shit! I don't know what it was, but it saved my life. All right, everybody, drop your tacos or I'll blow your brains out. The vandals and the perverts had their way with the little people of Tromaville until the Toxic Avenger ripped them apart. The Toxic Avenger. His face is so terrifying. Ça, c'est malin. Ouais. Le teasing de ouf. Bel organe, l'écrit. Non, c'est vrai qu'il y a un trailer officiel qui dure un peu plus de 3 minutes. Là, et je pense que vous pouvez le regarder si vous avez un peu la flemme de regarder le film. Ça résume assez bien. Non, mais pour... le trailer le dit en plus. Se lancer, se dire... Du coup, Maxence, un petit mot à dire sur le choix de film. J'ai choisi The Toxic Avenger parce que c'est le classique de la trauma. C'est le film que tout le monde connaît. C'est devenu leur logo, la tête de Toxie. C'est devenu un peu tout leur héritage maintenant. Il y a eu 3 suites, un dessin animé, une série. Enfin, voilà, c'est vraiment le gros blockbuster de la trauma. Un musicien français qui s'appelle Toxic Avenger, non? Oui. Ah, je savais pas du tout. Si, qui fait je le découvre. Qui fait de l'électro un peu, qui tabasse.
un peu fort. Et ben on l'embrasse. Hyper fort. T'es un vrai. C'est un peu le Mickey de Disney en fait. Totalement. C'est le Mickey de Disney, carrément. Carrément. Et c'est marrant que tu dises justement que le trailer dure longtemps, parce que oui, il dure hyper longtemps. Mais Toxic Avenger, il est vraiment représentatif de tout ce que va devenir Trauma, tout l'ADN. Donc autant le film que sa promotion, puisque Trauma, c'est aussi de la promo hyper agressive. Où tous les presque bons plans sont mis dans le trailer. C'est un truc qui tient, alors je sais pas si c'est officiel, là c'est moi qui suppose, mais de Roger Corman, qui mettait toutes les explosions dans toutes ses bandes annonces, même si elles n'étaient pas dans le film. Lloyd Kaufman, ça ressemble un peu à ça aussi, quand on regarde n'importe quel trailer de la Trauma, il y a ça. Et puis le ton du film, l'humour du film va représenter toute la Trauma. Oui, c'est on est en plein dedans là. C'est un film qui est extrêmement drôle. Donc film de Lloyd Kaufman dont on parle depuis une demi-heure maintenant, et donc son collègue Michael Hertz, vas-y comme ça. Hertz. Yes, je pense. Donc 80, j'ai noté 85, mais c'est 84. Avec dans le rôle du monstre de Toxie, Mitch Cohen, qu'on reconnaîtra pas, mais j'ai quand même noté son nom. Au début un peu. Oui, au début. On reconnaît ses cuisseaux bien moulés, voilà. Il est pas mal, moi je suis allé voir des photos de lui en vrai. Plutôt pas trop mal. Un peu gaulé en tout cas. Mark Torgel, donc la star, Melvin. J'ai regardé plein d'interviews de ce monsieur qui est plus tout jeune aujourd'hui, qui parle de la notoriété de Toxic Avenger comme ça, mais des décennies après, et c'est assez rigolo. Je vous conseille de regarder. Il a l'air très sympa, cet acteur. C'est même hyper touchant. Ouais, c'est hyper touchant. Je sais pas s'il a fait. Ah non, il est très. Les goûts de ton frère sont douteux. Ça va. Puis Camille me montre une photo de Mitch Cohen. C'est la pire photo. Il est mieux. Horrible. Il est mieux en Toxic. Il a les dents noires. Il fait très peur. Il est en cosplay Jacouille, mais non, des photos, il est mieux. Arrête, c'est une obsession ça. À chaque fois, tu nous parles de Jacouille. Désolé, Lola. Et donc, dans le rôle de Sarah, donc le rôle féminin du film, Andri Maranda. Qui n'est pas vraiment aveugle. Oui. Ah bon. Un rôle de composition, du coup. Donc, de quoi ça parle ? Ça parle de Melvin qui est agent d'entretien dans une espèce de club de sport, piscine. Basic Fit. Un Basic Fit des années 80, à Tromaville. Il aime bien se rincer l'œil sur les demoiselles en bikini au bord de la piscine. Il est assez stupide, relativement laid et carrément gênant. Mais il a bon fond. Melvin est donc bien évidemment le souffre-douleur principal de la bande à Bozo. On est obligé de le dire comme ça. On ne peut pas dire la bande de Bozo. Non, mais vraiment, je me suis dit, je vais dire la bande de Bozo. Mais non, ça marche pas. Donc Bozo est lui-même un énorme débile, dont le kink principal est d'écrabouiller avec sa voiture des enfants et des grands-mères sous les encouragements de sa bande de blaireaux. Ouais, il est tout le temps stressé, énervé. Moi, il m'a grave fait penser physiquement. Je voulais envoyer sur le signal à The Bear. Ouais. Pour moi, c'est The Bear. C'est la série. Ouais, c'est le. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Non, tu l'aimes bien, Lola. Moi, je trouve magnifique, donc je suis. Ouais, mais il y a quelque chose dans le regard. Oui, peut-être. Voilà. Et donc un jour, Julie, donc une bimbo de la bande à Bozo, décide de tendre un piège à Melvin pour l'humilier une fois de plus. Ça tourne en eau de boudin. Melvin, mortifié, en tutu, collant, balai, se défenestre et atterrit dans un fût radioactif d'un camion garé juste en dessous. Pas de bol. Alors là, vraiment, c'est pas de chance. Franchement, je veux dire, la probabilité pour que ça arrive. Les deux chauffeurs s'étaient arrêtés pour sniffer de la coke. Oui. C'est n'importe quoi. C'est le sens des priorités. Voilà, et donc le jus dégueu va le transformer en un monstre affreux mais super puissant. Et il va devenir le premier justicier de Tromaville. Donc le Toxic Avenger, Toxie pour les intimes comme on le disait, Maxence l'a dit, donc c'est bien évidemment devenu l'emblème de la trauma. Donc je vais me répéter un peu, enfin Maxence, je suis désolée, je vais un peu redire ce que tu as dit, mais en mieux. J'en doute pas. Donc non, je rigole. Donc c'est leur premier succès, première vraie réalisation des deux copains. C'est aussi l'un des seuls films de la trauma qui est sorti en salle en France.
Donc c'est quoi à part ce drôle d'objet ? C'est plein de choses. Qui dit trauma dit fourzitou pour emmerder le politiquement correct. Donc là ça va balancer évidemment sur les clichés des super-héros parfaits. On avait déjà à l'époque pas beaucoup de super-héros, il y avait Superman et Flash Gordon, mais qui étaient déjà des hommes très beaux, très musclés, très voilà. Moi c'est pas mon style, je précise, mais bon. T'es plus toxi toi, du coup. Je suis plus toxi, ouais. Donc ça balance là-dessus, ça balance sur les gros pollueurs, les bureaucrates, les industriels, les politiques, les forces de l'ordre. Vous avez compris l'idée, c'est un film d'anarchistes qui casse des abribus. Kaufman, c'est un peu le grand-père de Léo. Je me suis dit que vous aviez peut-être un lien de parenté. Voilà. Mais c'est n'importe quoi. Oui, bien sûr, Lloyd, papy. Mais c'est surtout l'histoire de ce jeune homme Melvin, envoyé directement dans la catégorie loser parce qu'il répond pas aux standards de beauté. Bon, j'avoue aussi que regarder les filles en bavant contre les vitres, c'est bof pour s'intégrer. Mais passons, ça ne justifie pas les moqueries et les humiliations. Et c'est quand tout semble perdu face à l'adversité des musculo-psychopatho-mafioso-débilo-réganistes que Melvin devient le premier justicier de Tromaville, armé de sa serpillière. Alors certes, il doit faire face à certains changements physiques, mais bon, faut souffrir pour être encore plus moche. Et puis l'apparence, finalement, on s'en fout. Toxie, il fait le bien, alors que toute sa vie, on lui a fait du mal. Et ça, les Tromaviliens et Tromaviliennes, je ne sais pas comment ils s'appellent, j'ai cherché vraiment sur Google, habitants de Tromaville. Les traumates. Pourtant, ils apparaissent dans beaucoup de films de la trauma. Oui, ils sont quand même... On devrait leur faire une page Wikipédia. Voilà. Et donc ça, eux, ils comprennent vite l'enjeu, ils s'attachent à ce monstre, finalement, et nous aussi, très rapidement. Et finalement, moi, je me suis dit qu'il était pas mal gaulé, en fait. J'ai fini par le trouver beau. Chou. Oui, il est trop chou. Donc effectivement, voilà, il est vraiment très touchant. J'ai beaucoup aimé la love story avec Sarah, qui est quand même hilarante. C'est goofy. Notamment, j'ai noté que quand il met un cône de chantier sur sa tête pour la faire rire alors qu'elle est censée être aveugle, qu'elle rigole. Moi, c'était le meilleur gag du film. Donc, voilà. Non, le meilleur gag du film, c'est quand elle lui lit dans les lignes de la main et qu'elle attrape sa tub. Ça, c'est l'humour. Ça, c'est ton humour. Ça, c'est trauma. Ça, c'est du trauma, quoi. J'ai 14 ans. Oui. Non, mais effectivement, voilà. Si vous voulez vous lancer, je pense que commencer par le commencement de la trauma, c'est pas mal. On a les bases, mauvais goût assumé, incohérence énorme, gag à l'infini, et on a ce chef de la police nazi, mais qui se retient. Il fait. Ça, c'est génial. C'est extrêmement drôle aussi. Voilà, il y a une recette qui est très réussie. Mindführer, pardon, Mindminer. Magnifique. Ouais. Donc non, vraiment trop cool. Moi, j'étais trop contente de le voir. Je l'avais jamais vu. Donc merci. Vraiment très très chouette. Moi non plus, j'avais pas vu. C'est assez impressionnant, moi je trouve. Comme je sais pas, c'est jusqu'au boutiste en fait. Enfin, il explique. J'ai vu une interview de lui, de Lloyd Kaufman, le grand-père de Léo, qui du coup, raconte comment ils ont eu cette idée, quoi. Et c'est drôle parce que c'est comme dans le film, on en rajoute. C'est genre, on fait un pastiche de films de super-héros et tout ça. Et en fait, on se rend compte que dans les films, il dit, dans les films d'horreur, il faut un truc en plus. Donc là, on rajoute le côté écolo, qui est d'ailleurs très avant-gardiste, je trouve. Et en fait, c'est que ça, quoi. On rajoute le balai, machin et tout. Et c'est à hurler de rire. Et on s'excuse jamais, en fait. Oui, c'est ça surtout, C'est ça que moi je trouve génial, en fait. Oui, et puis on fait plein d'hommages. Enfin, tu vois, il le dit d'ailleurs, il l'assume que le personnage, justement, aveugle, c'est pour les lumières de la ville de Charlie Chaplin, tu vois. C'est parce que c'est ce qu'il préfère, en fait. Et moi, je trouve ça génial. C'est tellement libre comme rapport au cinéma, trop cool. Vraiment, moi, c'est ça. C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire ce côté libéré de toute contrainte, de pas s'excuser, d'aller au bout des blagues les pires, de faire des points Godwin au bout de 3 minutes de film. Alors, fun fact, c'est là qu'il arrive, le fun fact. Figurez-vous que Leni Riefenstahl a vu le film, était la première du film. Il dit ça dans son interview, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Mais moi, ça m'a fait hurler de rire. Ah bah oui, tu m'étonnes. Elle ne l'a pas aimé.
mais voilà, de mettre, de faire ce genre de blague. Et finalement, à force de rajouter, d'empiler, de forcer, parce que c'est un film de forceur, tu vois. Enfin, genre, les blagues, elles passent au forceps, tu rigoles au bout de la 5e fois, parce que c'est vraiment, tu vois. Et ben en fait, derrière un objet qui paraît quand même ultra trivial, tu finis par sortir et agiter des trucs hyper importants et qui sont hyper presque avant-gardistes pour l'époque, tu vois. La problématique de l'écologie, bon, c'est pour les enfants, tu vois. Enfin, c'est de l'écologie pour les enfants. Les déchets, ils sont verts, sous la fumée. C'est vraiment... Mais c'est là, en fait. C'est quand même dans le film. C'est quand même une problématique qui est importante. Le rapprochement systématique des forces de police, de l'autorité, les rapprocher systématiquement des nazis, en fait. Finalement, ça me fait rire. Non, mais c'est drôle, et en plus d'être drôle, en fait, en fait, on en arrive, tu vois, bon, je veux pas faire un point Godwin moi-même, mais on en est quand même un peu là, tu vois, aujourd'hui aux États-Unis en 2024. Donc en fait, c'est quand même 2025. Oui, 2025. Oui, faut tout refaire. Et donc je trouve que c'est un film qui est important, en fait. C'est important que ça existe, et c'est important qu'il y ait des gens qui aient pris ce genre de liberté à l'époque. Et je trouve que c'est une démarche qui n'existe quasiment plus, ou en tout cas beaucoup moins aujourd'hui, ou alors qui est beaucoup plus discrète. Et je sais pas si ce genre de film pourrait marcher comme ça aujourd'hui, quoi. Voilà, donc je déplore un peu. Mais surtout que c'est quand même ouf, parce que Maxence le disait, mais Kaufman il avait fait plusieurs essais ratés à la réalisation avant, et en fait il a donné naissance à Toxic Avenger d'un coup, et puis c'est incroyable. Enfin, je veux dire, il y a rien à redire sur ce film. Enfin, je veux dire, le mec a foiré plein de trucs avant, et là d'un seul coup il y a ça. Enfin, moi je suis assez impressionné. Ouais, avec des scènes d'action d'anthologie, la scène du diner. La scène du diner est incroyable. Vraiment. Et figurez-vous que l'acteur alors je sais plus comment s'appelle cet acteur, mais qui a qui a un masque sur la moitié du visage, et qui est un des plus bourrins avec le fusil, et qui à un moment donné vise une petite fille. Et il s'est barré du tournage juste après avoir fait sa scène, parce qu'en fait ça l'a traumatisé de braquer une gamine. Et en fait il y a eu beaucoup sur le tournage, il y a eu vachement de trucs où les acteurs et actrices étaient choqués par ce qu'on leur demandait de faire, et ça a été psychologiquement dur et difficile à supporter, et dont ce mec-là qui est parti après avoir fait sa scène parce que c'était trop compliqué. Mais quand tu quand tu vois l'objet fini, ça choque pas tant, en fait. Enfin, tu vois, non, parce que ça va avec le reste du ton du film. Mais bon, le gars, on l'a booké une journée de 8 heures. Une gamine. Tu vois, il vient au taf, il se dit bon. Alors c'est simple, tu vas prendre ce fusil à pompe. Et puis dans sa morale d'américain, j'imagine que ça l'a chahuté. Ça, c'est pareil aussi avant-gardiste sur la corruption des villes et des politiques américaines. Bon, tout est montré de façon très premier degré et très exagérée. Mais en fait, le travail politique, il est là, et c'est un film que je trouve incroyable, qui aborde plein de thématiques. On a parlé d'écologie avant, mais ça part de la corruption d'élus, et le gros méchant du film, c'est le maire de la ville, que je trouve incroyable aussi. Et le mafioso. Le mafioso. Comme dans Batman 2, là, le défi. Oui. Enfin, c'est vraiment des figures de comics, moi, que j'aime beaucoup, quoi. Et moi, ça m'a fait penser aussi à je sais pas à quel point ils sont... J'ai regardé il y a pas longtemps le Blob. Mais pareil, en termes de propos antimilitaristes et de corruption des élus et du système politique américain, je trouve que, on est sur un certain level pour l'époque aussi, et trop agréable de voir une liberté de ton pareil, et en plus avec des surcouches humoristiques qui font mouche de ouf tout le temps, quoi. Donc et ça vous a... Enfin, je trouve que après avoir fait le premier épisode avec Maxence, avec Monster in the Closet, moi je trouvais qu'il y avait effectivement plein de thèmes qui se... Déjà, ça se passe dans la même ville. Oui, Traumatville. C'est où d'ailleurs Moi j'aimerais bien prendre un ticket de bus pour y aller. C'est pas dans le New Jersey ? Je vois bien ça dans le New Jersey, moi. Il y a moyen, ouais. Je sais pas s'il le situe à un moment, ou est-ce que c'est un peu comme Springfield des Simpsons, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Mais ça ressemble un peu à Manhattan. Ouais. Parfois, ouais. À Brooklyn, de temps en temps, en fait. Exactement, ça, notamment quand mais j'ai bien aimé ce que t'as dit. Je rebondis dessus quand tu parlais peut-être qu'aujourd'hui on ne pourrait plus faire ce genre de film. Il est sorti du coup en 84. 84, on a Reagan, américain, aux États-Unis, quelqu'un qui est très conservateur, quelqu'un qui a tué un peu le cinéma des
d'exploitation en éliminant petit à petit plein de petites salles indépendantes. Les séances de minuit vont commencer à disparaître aussi dans ces années-là. Donc Toxic Avenger, en fait, c'est la fin du cinéma d'exploitation, c'est la dernière vague. Donc c'est un grand coup, mine de rien, parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est un film qui pisse un peu sur tout ça, et qui encapsule très bien ce moment-là aussi où tout est en train de, où le cinéma d'exploitation est en train de mourir, et du coup on fait un peu tout. Quitte à tout faire, autant y aller sur la fin, quoi. Et dans les années 90, ça n'existe plus. Donc maintenant, oui, effectivement, on pourrait plus faire ce genre de film, mais parce que le circuit d'exploitation n'existe plus, pour pouvoir le faire. Moi, je rapproche beaucoup Toxic Avenger d'un des films que j'adore le plus, qui s'appelle Pink Flamingo, de John Waters, qui est aussi un film trash, qui est aussi un film qui pisse un peu sur tout, qui est conventionnel, qui est un film de rebelle, on peut dire ça comme ça. Mais c'est ils sont un peu jumeaux. Hein, ah bah oui, oui, carrément, ils se ressemblent. Enfin, leur filmographie se ressemble beaucoup. Donc moi je trouve que c'est assez émouvant finalement de regarder Toxic Avenger et de se dire ok, bah voilà, c'est la fin du cinéma d'exploitation, c'est un peu le mieux qu'on a réussi à produire à ce moment-là. C'est la fin de cette forme de liberté. Et par curiosité, ça raconte quoi la suite, enfin les suites? Alors c'est toujours dans les mêmes tons. Il y a toujours un grand méchant, c'est très comics en fait. Il y a toujours un grand méchant à vaincre. Dans le 3 qui est mon préféré, c'est un gros dragon. Il y a un écureuil géant aussi. Et le dessin animé du coup aussi, ça, il y a un dessin animé. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, mine de rien, c'est ce que tout le monde disait tout à l'heure, enfin c'était assez unanime sur le fait que Toxic Avenger, ça se ressemble beaucoup à un comic, ça ressemble beaucoup à un super-héros, et comme tous les super-héros, il a eu son dessin animé destiné aux enfants. Destiné aux enfants, donc il y a aucun trash dedans, et c'est Toxic qui va tuer des méchants, enfin qui va démanteler les plans des grands méchants. Ça ressemble un peu à Tortue Ninja dans l'animation et dans les épisodes, les histoires des épisodes. Moi je trouve ça trop cool, je les regarde encore. Voilà. Et on est censé avoir un remake qui aurait dû sortir cette année. Qui sortira jamais. Avec Peter Dinklage et Elijah Wood, j'ai vu. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors de ce que j'ai compris de ce remake, il y a eu des projections tests qui ont été assez calamiteuses. Ok. Donc il est tourné le film. Il est tourné, il est prêt. Mais personne aussi débarqué dans le truc d'Avengers. J'aimerais bien. Dans le MCU. Mais voilà, après que quelqu'un me dise, on a vu le remake de Toxic Avenger, c'était dégueulasse. Oui. Oui, c'est le principe. Du coup, à quel point c'est dégueulasse? Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment mauvais? Est-ce que c'est mauvais comme ça doit l'être? Après, c'est vrai que issu d'une certaine époque, pour relater des événements d'une certaine époque, l'adapter en 2025 aujourd'hui, c'est pas évident. Enfin, c'est une réécriture totale du coup, donc à voir si le film n'est pas un peu. Après, moi, j'ai vraiment envie de voir Tyrion Lannister dans le rôle de Toxic. Genre. Mais qu'est-ce que ça peut donner? Je pense qu'on a. En fait, tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas besoin de refaire Toxic Avenger. On a besoin d'un nouveau Toxic Avenger. En fait, enfin, on a besoin de ce genre de démarche. Punk en fait. Bah oui, mais c'est déjà intéressant qu'il y ait des gens qui se disent je vais faire un remake de ces films-là. Enfin, mais même s'il ne sort jamais, il y a un. Moi, le problème que j'ai avec ce genre de. Bon, après, je savais même pas que ça existait, mais le problème que je peux avoir avec ce genre de démarche, c'est que la grosse valeur ajoutée du film, souvent, on l'a vu avec Top Gun, machin, tout ça, c'est la carte nostalgie qui fait revenir au cinéma les gens qui ont aimé la première période du film et tout ça, et finalement on perd peut-être dans ce genre de démarche, je trouve souvent, encore une fois, on parle d'un film qui n'est pas sorti et que personne n'a vu, mais on perd souvent la substantifique moelle du film, l'énergie initiale. T'as pas aimé Top Gun Maverick? J'ai même pas vu. J'ai pas vu la scène où ils... Bon bref. Ils sont sur le sable, soleil couchant, en jean, à moitié à poil. Très homo-érotique, on adore. Ouais, mais tu vois, le premier l'était déjà. Mais bien sûr, mais ça continue, mais ils s'en rendent pas compte. Non, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, moi je trouve que ça a sa place maintenant parce qu'on est dans une nouvelle vague de cinéma trash. Il y a Street Trash qui a été refait récemment. Oui, c'est vrai. Et comment ne pas citer la saga Terrifier, bien sûr, c'est vrai. dont le premier, alors je prends que le premier là pour le coup parce que c'est vraiment, il s'est inscrit exactement comme Toxic Avenger, donc du cinéma indépendant, fait avec rien du tout, qui repousse les limites de tout ce qu'on a pu voir, entre guillemets, même si là c'est très premier degré, Terrifier. Ça s'inscrit pas non plus forcément dans la trauma, mais
Il y a quand même une intention qui ressemble. Et je trouve qu'on assiste justement à une nouvelle vague de trash. Au même moment où on assiste à une récupération dans l'art légitime du film de genre, en fait, aussi. Carrément. Donc, par opposition, tu recrées en fait, du cinéma fait avec les moyens du bord et avec des vraies intentions, quoi. Ouais, cool. Ouais. On espère que 2025. Ouais, si vous voulez faire des films, allez-y. Grave. Ouais. Oui, c'est facile de faire un film. Bah oui, nous on en a fait un. Il va sortir bientôt. Ouais. En salle. Oui, en salle sur Instagram. Est-ce que c'est le meurtre d'un cochon ? C'est pas le meurtre d'un cochon, ça. Ils sont tous végétariens. C'est pas possible. Don't go there. Meurtre d'un bloc de tofu. Oh, l'homme soja. Mon Dieu. On va revoir cette DA parce que pas sûr de signer. Ouais. Bah, Toxic Avenger. C'est un grand classique. Ouais, ça fait plaisir. Mais c'est émouvant presque. Hein, bon, c'est bon, on vous dérange pas. Là. On brainstorm. Ouais. C'est trop. Après, c'est qui ? C'est moi. Ouais, c'est. Okay. Il est perdu. Donc c'est ton tour, Léo. Oui. Il paraît. Oui. Qu'est-ce que tu as dans ta musette ? Dans ma musette, j'ai tiré le super film Rabid Grannies. Yes. So nasty little girl. We cut off our Victoria's hands. We also gave her heading. What way's that to act? No. I have to punish you. No. No! Unless you sing for my birthday right away. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sing, bitch! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Auntie. Happy birthday to you. Pardon. J'étais sur autre chose. Oui, pardon. Ah ouais. Pendant l'extrait. Je sais pas. Monstrueux. J'ai eu un flash. J'ai pensé à la Blair Witch 2. Le livre des ombres. Versaire. Ouais. Alors, donc Léo, Rabid. On va laisser peut-être Maxence nous en parler un petit peu sur ce choix de film avant. Ouais, alors lui je l'ai choisi juste parce que je l'aime bien. Voilà. Soyons honnêtes. C'est gratuit. C'est un film que Troma a acheté, donc ils l'ont pas produit, ils l'ont acheté, mais ça a complètement l'ADN. Ils auraient pu le produire, franchement, ça reviendrait un peu au même. Dans le ton, dans l'histoire, c'est gore, c'est trash, ça tape sur la bourgeoisie comme jamais. Petit point en plus, mais je pense que tu vas nous le dire, mais les effets spéciaux sont complètement fous. J'en parle un petit peu, ouais. Complètement fous. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même une bonne illustration de ce que faisait aussi Troma, même si ça... c'est un film qu'ils ont acheté, ça a quand même vachement leur ADN. Donc voilà, j'étais hyper curieux d'avoir vos avis là-dessus. Et de nous traumatiser un peu plus. Bah oui, carrément. Moi qui avais déjà peur des personnes âgées. Là, écoute, ta gérontophobie va être décuplée. Rabid Grannies, alors c'est l'histoire d'un curé, d'un marchand d'armes et d'une sainte Nitouche qui rentre dans un manoir et puis... Non, j'arrête. Le verre pied Bigard s'arrête là. Oui. J'ai cru que c'était lui autour de la table. J'ai cru que c'était la DA de sa chronique. Là, il allait trop loin, quoi. Donc Rabid Grannies, les mémés cannibales en français. Très bon titre. C'est super. On se demande pourquoi ça n'a pas bien marché. Vraiment, avec un marketing pareil. Les mémés cannibales. Les mémés cannibales, voilà, ça commence comme une comédie. Tu mets Balasco et clavier. Alors, j'y viens. Ça commence comme une comédie noire familiale, non sans rappeler tes films préférés, Thomas, avec Christian Clavier. Oui. C'est quand même un peu mieux. Ça commence un peu comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Exactement. ouais. Donc les enfants, neveux et nièces de la riche famille Remington se réunissent à l'occasion de l'anniversaire de leur tati préférée, Victoria et Elisabeth. Et quelle mamie gâteau parfaite, elles offrent quelques deniers et du bon vin aux pauvres, sont assidues dans leur devoir de messe dominicale et d'une bienveillance sans limite.
Vic et Ellie sont accessoirement pétés de thunes et vivent dans un manoir sur le domaine familial. Leur super famille, en tout cas le but de leur super famille est très clair. Cet anniversaire, c'est un voyage d'affaires dans le but de mettre la main sur la plus grosse part possible d'héritage. Le pactole. Le pactole, la moulaga. Voilà. Gen Z. La moulaga. On nous présente en tout cas de nombreux profils hétéroclites de cette charmante famille qui convergent alors au manoir. On a un curé peu courageux qui adore les enfants. Percival le prêtre. On a aussi un marchand d'armes sans scrupules, un businessman avide et coulant, ancien maire de Tromaville, j'ai noté. Voilà. Yes. Un couple de collaboratrices, elles aussi là pour affaires, et j'en passe parce qu'en fait il y a 36 000 personnages et je vais pas toutes et tous vous les faire, vous allez regarder le film peut-être. En tout cas, une fois à la table, le festin commence. Homard luisant, faisant rôti aussi gras que les discours politiques déroulés par des personnages détestables qui vous feront relativiser sur le niveau de vos repas de famille pendant les fêtes. Entre deux bouchées, on appelle à l'élimination des communistes et on enchaîne avec une blague cradingue, le tout en se référant évidemment à la volonté divine. Camille en tousse, et évidemment, comme vous l'imaginez, c'est un peu un mélange. Réaction allergique. C'est un mélange entre la grande bouffe et un plateau de CNews. C'est super. En tout cas, un élément non désirable vient perturber ce chouette repas de famille. Christopher, le paria de la famille, excommunié pour ses rituels sataniques, fait parvenir à ses tatis préférés un étrange présent, une petite boîte en bois remplie de... Très mal emballé, je tiens à le dire. Le cadeau est monstrueux. T'aimes pas la couleur? Moi j'aime bien aimer la couleur de l'emballage, cette espèce de verre d'eau là. Il a un problème avec ses mains. Bon bref. Wow. Parce que là aussi c'était fripier. Bon, Camille a un problème avec les plis. Et on rappelle que Léo est daltonien. Ah oui, alors moi j'ai dit verre d'eau, peut-être que c'est rouge, j'en sais rien. Non, j'exagère. En tout cas, la petite boîte en bois est remplie apparemment de rien à part d'une vague petite fumée qui transforme nos mamies en démons cannibales. Ce châtiment divin, ou plutôt cette malédiction des enfers, opère une vengeance très méchante en dévorant, pour notre plus grand plaisir, et enfants compris, les personnages insupportables de cette famille. C'est un film qui a plusieurs tons, je trouve. Donc la première demi-heure, c'est une sorte de comédie familiale en huis clos qui se veut un peu humour caustique, British. C'est littéralement une blague des mémés sur le film. Pour partir dans une seconde partie totalement gore, trash, qui oscille entre la comédie, les passages plus sérieux dans leur violence ou leur mise en scène. C'est dans tous les cas très méchant. Au début du film, on se dit effectivement, visiblement les gamins, aussi insupportables qu'ils soient, sont safe. En fait, non. Ils ont assez vite, les jambes coupées en deux, dévorées par les mamies. C'est super. Assez jouissif, j'aime bien. Ouais, c'est vachement bien. Ouais. Et ce ton étrange, il est renforcé un peu plus par la production du film qui se fait en Belgique. Du coup, avec des acteurs et des actrices qui parlent français et tout est redoublé en anglais. Ouais, c'est assez étrange. C'était pour l'exporter. C'était pour l'exporter. En tout cas, ça a été distribué par la Trauma. Ouais. Et un petit mot là-dessus d'ailleurs, parce que j'ai regardé une petite interview assez courte. J'adore regarder les interviews ou les making-of de films. C'est toujours un peu bizarre et lunaire, surtout vu les derniers films qu'on a eu. Ouais. On a souffert. Hein. Enfin, là c'est la délivrance cet épisode. Ouais. Avant on a souffert. Ouais. On se rend compte de plusieurs choses. Déjà, c'est le flegme absolu de l'équipe à l'origine du film. À la question pourquoi ce film, on répond parce que. En fait, c'est une équipe de production belge qui devait faire un film d'action, qui se retrouvait sans argent et sans beaucoup de volonté de continuer. Mais avec des moyens de prod déjà mobilisés. Et en fait, le réal Emmanuel Kervin est arrivé en mode moi j'ai une petite idée quoi. Voilà. Il y a un truc que je veux faire depuis longtemps. Ça m'est venu à Noël dernier. J'avais pensé voilà quoi. Et ensuite après ils font appel à deux frérots français, Fredo et Seb Fernandez, découverts dans le magazine Mad Movies à l'époque, et apparemment quite nice. C'est le qualificatif qui est utilisé pour parler d'eux. Quite nice. Tu traduiras quite pour nice, les haters. Quite nice guy, c'est des garçons sympathiques, ouais. Plutôt sympathiques. Aimables. Et voilà comment est née une petite pépite belge d'une simple idée trash et gore à un moment où c'était possible, sans autre contrainte que de faire un maximum avec les moyens du bord et les moyens qu'on avait déjà.
Et voilà évidemment pourquoi ce film a plu à Lloyd Kaufman et à son équipe, à la Troma, qui a décidé de le diffuser. Et j'ai bientôt fini, c'est l'occasion pour moi de faire une lettre d'amour à ton grand-père. À mon grand-père et aussi à Maxence pour m'avoir fait découvrir mon grand-père. Léo a fait Maxence. Un test ADN la semaine dernière. Non mais c'est des films que j'ai découverts assez récemment qui m'ont beaucoup plu et dont le contexte de création me plaît encore plus, et c'est surtout ça moi dont je voulais parler, parce que la Troma c'est avant tout du cinéma politique par essence, fait maison et sincère. Lloyd Kaufman le dit lui-même dans une interview, qu'on l'a souvent traité, lui et son cinéma, de low class, et ça en dit long sur la catégorisation bourgeoise de ce qui est désigné comme beau, profond, artistique ou légitime. Le cinéma avec un grand A, le cinéma A, comme ça. Ah oui. Il l'a fait. Et ce qui et n'est vous pas ne l'avez pas en visuel, mais moi il était dans ma diagonale. Au secours. En tout cas, voilà, j'adore ce mec et ce qu'il porte, un cinéma de genre, gore, trash, queer et politique qui cherche à tout prix à éviter de devenir un art légitime fermé qui ne parle plus à grand monde et à part un petit milieu privilégié. Je finirai en disant que les films Troma, c'est Troma Life désormais. Allez, c'est bon. Bisous papy. On remballe. T'as pas embrassé ton grand-père? On partage le même grand-père. Voilà. Finalement, on est reliés. Putain, mais on en apprend plein. On prend plein ce soir. J'ai l'impression d'être dans la fin de Roméo et Juliette. Oui, perturbe un peu. On va en parler. Brice est mon frère. Waouh. Mais c'est marrant que tu parles des dessous de la production, parce que la rumeur dit, je sais pas si c'est vrai, mais que personne n'a été vraiment payé. Ah ouais? Ouais. Ah bah donc, ça on aime pas. Nice. Voilà. Que... Nice guys. Alors la rumeur, hein, je sais pas vraiment si c'est vrai, mais la rumeur dit que personne n'a été payé, qu'ils ont été au tribunal et qu'ils ont perdu. Parce que personne n'avait signé de contrat. Oh là là. Voilà. Ok. Oh bah super. Super. Voilà du cinéma politique. Ah, on donne du grain à moudre à tous les droitards. Et Emmanuel Kervin, il est parti aux États-Unis après. Oui. Pour faire une grande carrière. Une grande carrière à la JCVD. Je vous invite à aller taper sur internet son nom parce que c'est lunaire. Il y a des affiches de films qui en je fait crois qu'il a n'ont joué jamais dans existé. Kickboxing 2 avec Jean-Claude Van Damme, justement. Oui. Les Belges, quoi. Ouais. Il meurt très vite apparemment dans le film. Je ne l'ai pas vu, mais. Je sais pas du tout. Mais je sais qu'il s'est tourné vers le kickboxing, quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de caméo là, je crois. Bah non, mais voilà, moi je trouve ça marrant de passer de Rabbit Grinders parce que c'est quand même un cerveau un peu malade à un truc. Ouais. Et on parlait des effets spéciaux qui sont quand même, vraiment, là, qui sont quand même assez incroyables. C'est quasiment du Rob Bottin. Hein. On est quasiment sur les effets pratiques de la chose de Carpenter et tout. Non, enfin c'est un peu moins bien, mais franchement, ah bah oui. Ça n'a pas à rougir face à un truc de Tom Savini. Exactement. Pour une équipe qui a bossé gratos, c'est franchement du beau travail. Dans le making-of, on voit le making-of du plan avec le bras qui s'étend le long de la table comme ça. Ah oui, c'est les ongles rétractables aussi et tout. Non, c'est assez. Mais d'ailleurs, tout est fait par un des frères. Fernandez. Hernandez, c'est autre chose. Fernandez, c'est. Patrick Hernandez. Born to be Alive. Exactement. Ouais, tu confonds. Mais non, mais il avait 18 ans hein, au moment du tournage, le mec. Et en fait, après, il a fait des grosses prods, genre X-Men Apocalypse, j'ai noté Blade Runner 2049, Downsizing, Wonder Woman. C'est deux gars c'est deux frères de Paris en fait à la base qu'ils ont recruté pour le film. Et le mec, 18 ans, il a fait ça. Ouais. Chapeau. Hein, la mémé en armure aussi, vous verrez, il y a une mémé en armure. Elle est trop bien, j'adore. Un chevalier. Mais je pense que c'est un des points sur lequel on peut insister pour donner peut-être envie aux gens de voir le film, c'est que c'est aussi un chef-d'œuvre en termes d'écriture de répliques. Oui. Ah oui, les punchlines. Si un jour vous avez besoin de vous confesser, vous pourrez vous foutre la pénitence au cul. Moi j'ai noté. Oui, ça c'est quand ils sont en train de se battre avec le curé. La scène avec le curé où elle lui demande de choisir entre le suicide. Ça c'est très bien. Ah ouais, c'est hyper fort. C'était à vous la mettre en extrait, je me dis que c'était pas assez bizarre. Ah non, j'adore. Non, c'est hyper fort. Et son choix est hyper fort. Exactement. Pour la profession qu'il fait. Exactement, mais même quand il court, de toute façon, il est emmerdé par sa soutane et il le dit. Lui, c'est le meilleur
personnage. Parce qu'en gros, les mémés lui laissent le choix au curé de soit se suicider pour éviter les atroces souffrances, soit d'accepter les atroces souffrances en tant que martyr et se faire dépecer par une des deux mamies, en gros. Quoi. Oui, et surtout que dans l'église, tu n'as pas le droit normalement de te suicider. Le refus du paradis, quoi. Même. On vous laisse sur ça, on ne donne pas la réponse. Mais moi, je l'ai vu en français. Il y a une version sur YouTube j'ai pas en réussi français. à trouver. Ok. Sur YouTube. Ouais. Ah ouais. J'aimerais que c'est drôle. Ça, malheureusement, donc il y a. En fait, j'ai pas trop compris parce qu'il y a une histoire de scène coupée par la trauma. C'est la petite fille qui a les jambes coupées globalement et certains autres trucs. Ouais, mais alors j'ai pas compris parce que tu vois la version. Il y a un excellent site où vous pouvez voir tous ces films, donc qui est Trauma Now, c'est ça ? Ouais, c'est ça, Trauma Now. Et sauf que bon, il y avait pas de sous-titres sur ce film et bien que je sois bilingue complète, non, il y avait. Je l'ai regardé avec les doublages anglais et en français. Et en fait, la version sur le site de la Trauma est plus longue que celle que j'ai vue en français. Donc, il y a 7 minutes. Et pourtant, j'ai vu que la Trauma avait coupé des scènes. Donc, j'ai pas compris cette histoire de scènes coupées. J'ai jamais entendu parler de Trauma. Je crois que c'est la boîte de prod belge à la base, quand ils étaient juste distributeurs du film, qui avait une version où ils avaient enlevé les trucs un peu les plus trash quand même. Et dans les comparatifs là que j'ai vus, en gros, c'est les scènes très explicites, notamment avec la gamine en fait, qui ont été coupées, parce que la gamine, on la voit juste vite fait. Et en fait, dans la version uncut, elle a littéralement les jambes tronçonnées avec les mamies en train de lui bouffer les jambes à côté. Et c'est plusieurs passages comme ça qui ont été coupés en fait. Toujours plus. Bah, j'ai vu les deux. Mais en vrai, en français, ça fonctionne bien aussi. Enfin, c'est redoublé en français, ce qui est absurde. Mais, parce que c'est déjà fini. Mais moi, j'avais peur et je me suis dit, ok. Franchement, c'est pas pire que les doublages en anglais. Si t'as regardé un doublage, oui, regardez-le en français celui-là, franchement. Mais ouais, non, c'était vraiment drôle. Le seul truc, la seule petite critique pour moi, c'est le rythme. Je trouve que la première demi-heure, elle est longue. Oui, avant que ça parte vraiment, ouais. Oui, c'est un peu trop. C'est ça, c'est le côté comédie familiale, huis clos, tu vois. Oui, il y a un peu de gras au début, mais après, une fois que ça part, ça ne s'arrête plus jamais. Et c'est idée à la con sur idée à la con. Et puis il y a des trucs vraiment trash qui captent, qui te réveillent, quoi. La scène de la gamine, elle est quand même. Et il y a la scène du mec qui se fait bouffer. Le cul. Ah oui. Moi j'adore. Oui. Scène préférée. Scène préférée. Qui est coincé dans une espèce de conduite cheminée et qui se fait bouffer. Mais oui, mais c'est le maire de Traumaville, lui. Voilà. C'est ça. Bah voilà. Cette scène est particulièrement saisissante aussi parce qu'il y a vraiment la souffrance du gars. Mais d'un autre côté, quand on en parle comme ça, et c'est ça que moi j'apprécie avec les films de la sélection de ce soir, c'est on pourrait penser qu'il y a quelque chose de malaisant, d'un peu bizarre, voyeur, chelou, snuff à regarder ce genre de trucs et tout ça, et en fait pas du tout. En fait c'est ça et c'est là que l'alchimie est très très bonne, et que en fait c'est des gens qui maîtrisent vraiment bien leur médium, quoi. C'est qu'en fait malgré toutes ces transgressions qu'on voit, on reste dans quelque chose de relativement bon enfant. On tombe pas dans le Serbian film. Non, c'est clair. Jamais, en fait. Voilà, on tombe pas dans le torture porn ni rien. On reste dans quelque chose de très joyeux, en fait. Tout à fait. Et de très festif, malgré des idées assez extrêmes. Et ça, le film l'incarne très très bien, je trouve. Voilà. Il y a aussi, moi j'aime bien le tacle à l'homophobie latente de l'ensemble, parce que c'est peut-être le premier film de la section ce soir qui l'aborde, peut-être le seul même, mais donc avec le personnage de l'assistante, je sais plus, les collaboratrices. Et voilà, les collaboratrices, tout ça, qui se prennent réflexion homophobe sur réflexion homophobe, et il y a c'est peut-être le seul. Alors moi j'ai quand même un petit hola là-dessus. Il y a une scène qui est quand même très très cringe au début du film, mais bon. Quand elle se tape le. Ouais. Quand elle cède à l'hétérosexualité. En vrai, en dehors de ça, contrairement. Forcément, tu aimeras ça. Il lui dit. Bon, passons. Parce que c'est ce que ton cerveau te dit à ce moment-là. Bon, passons, voilà quoi. Contrairement à certains films récents qui créent des personnages LGBTQIA+, pour les tuer assez rapidement, genre sous la scène, là, en fait, c'est la dernière survivante, tu vois. Enfin, bon.
C'est la Final Girl, finalement, cette personnage qui est en dehors de la famille et qui arrive juste parce qu'on lui a dit de venir et que c'était sa meuf. Quoi. Bon. Ah ouais, puis qui fait preuve d'ingéniosité. Oui, voilà, ouais. C'est rattrapé après, je trouve. C'est un personnage qui est quand même assez positif. Et ça fait plaisir, en tout cas. Voilà. Mais c'est marrant parce que je voulais juste dire un truc, c'est que moi, ce film a vachement... Enfin, et même tous les films dont on a parlé un peu, La Troma, je trouve que c'est un peu... l'expression cinématographique. Alors attendez, suivez-moi, c'est compliqué, mais l'expression cinématographique, un peu du mouvement artistique allemand dans l'entre-deux-guerres, qui était très à gauche, genre Georges Gross et tout. Voilà, si vous voulez vous la péter. Mais je trouve parce que en fait c'est dégueu, mais c'est drôle, c'est joyeux, c'est plein de vie et tout ça. Et en même temps, ça va cogner quoi. Enfin, ça va cogner contre les ennemis qui sont identifiés, ciblés. Y a pas de doute quoi. C'est les bourgeois. Point. Ah oui, c'est pas mis en scène en plus. Moi, ce qui me met beaucoup mal à l'aise avec certaines productions récentes, on en parlait un peu la dernière fois sur le film qui va attaquer la bourgeoisie, fait par des bourgeois pour un public de bourgeois, avec des moyens dithyrambiques. Là, on n'est pas du tout dans cet aspect-là. C'est du fait maison. C'est fait avec je sais pas 3 bouts de ficelle parce qu'encore une fois, on le disait, les FX sont vraiment stylés et tout quoi. Mais on n'est pas dans cette démarche d'esthétiser quelque chose ou de surintellectualiser quelque chose en tout cas quoi. C'est méchant, direct, premier degré, on comprend très vite de quoi ça parle et super efficace quoi. Donc merci. Sale gosse, voilà. Ouais bien fait. Waouh. Eh ben, franchement, on est tous d'accord, il n'y a pas de discorde. Où est l'embrouille? Mais tout le monde aime Troma, c'est normal. C'est vrai. Ouais. Et je crois qu'il n'y aura pas d'embrouille sur le dernier film. Sur le prochain. C'est possible. Ah ouais? Ouais, c'est possible. C'est possible. Maxence va foutre la merde. Maxence, je déteste ce film. Je l'ai choisi. Je suis choquée. Maxence nous garde quelques tours dans sa besace. Ok. Et bah du coup, on en parle. C'est Camille qui s'y colle, je crois. Oui. Et donc, Camille, quel est le film dont tu vas parler ce soir? Oui. Alors moi, je vais vous parler de Roméo et Juliette. Shall we gather at the river where bright angels we have tried with the crystal tide forever that flows to the throne of God? Ah, cette bande-annonce d'ivrogne. C'est bon. On dirait une radio, tu sais que t'as mal, où tu cherches la station, quoi. C'est le bordel. Est-ce que tu veux nous expliquer? Yes, Roméo et Juliette. Ce petit bonbon. Complètement. Alors, Roméo et Juliette qui sort fin 90. 96, merci Camille. 96, et ça correspond à une période où Troma revient un peu en force. Il va y avoir 2 films, donc d'abord Roméo et Juliette et Poultrygeist. 2 films complètement réalisés par la Troma, produits, et qui vont faire un carton dans les festivals. Un carton tel que Lloyd Kaufman va refuser de les sortir au cinéma de peur que ces films marchent. Oh là là, tellement stylé. Oh là là. Alors, il est humble. Le bouche à oreille était beaucoup trop bon. Les gens au festival adoraient les films, ça applaudissait, chose qu'ils n'avaient jamais connue, puisqu'à présent on parlait de lui comme du low cinéma. Ouais. Donc là, d'un coup, Troma prend de l'ampleur, quoi. Les films deviennent presque des blockbusters attendus. Non pas qu'ils mettent beaucoup d'argent dedans, mais voilà, le public les attend. Et c'est un peu l'effet que ça nous fait avec l'horreur du dimanche. On a très très peur du... J'allais le dire, j'allais faire la comparaison, tu vois. Tu me voles les mots de la bouche. Et donc, du coup, ces films-là ne sortiront pas en cinéma. Ils correspondent aussi à un moment où... alors, si Troma revient en force comme ça, c'est aussi parce qu'il y a le DVD. Et que, du coup, tout le monde peut avoir ce genre de film chez lui. Moi, Roméo et Juliette, c'est un film que je n'aime pas beaucoup. Ah bah voilà, je vous avais dit, il va foutre la merde. Bonne ambiance. Mais j'ai hyper hâte d'avoir vos avis parce que c'est un film que j'aime pas beaucoup pour des goûts perso. J'arriverai même pas vraiment. Enfin, j'ai pas de.
c'est tellement un film trauma, c'est tellement dans l'ADN, c'est tellement bien de ce que je vois. Juste moi personnellement, Maxence, tu vois, dans mon canapé, c'est pas un film qui me donne envie de le revoir. C'est pas. Alors j'adore certaines scènes, mais c'est pas pour moi. Je préfère Poultrygeist à ce même moment, tu vois. Qui est plus trash. Hein. Ouais, qui est plus trash, mais les deux sont plutôt au même niveau, je trouve, tu vois. Niveau qualité, je veux dire. Mais voilà, du coup, c'est quand même un grand classique. C'est devenu un grand classique. Et j'ai hâte d'avoir vos avis. Puis je trouvais ça marrant aussi de pouvoir me confronter à des gens qui ont apparemment l'air d'avoir appris. Mais tu nous diras pourquoi t'as pas aimé. Oui, bien sûr. Okay. Eh ben, allons-y. Ouais, donc allons-y, comme dirait mon père. Bisous papa. Ouais. Bon. Alors, moi j'ai choisi de parler de ce film parce que j'ai tout au fond de mon cœur réside une petite Midinette, une Juliette. non, merci, super. Crever au bout de 5 minutes. Ou se transformer en bref. Vous voyez le film, vous verrez. Vous verrez. Non, alors parce que on pensait que la version rock'n'roll, soi-disant punk de Roméo et Juliette, c'était Roméo plus Juliette. Oh my god. De Baz Luhrmann avec Léo. Avec Léo. Qu'est-ce qu'il est beau quand même à cette époque. C'est quelqu'un quand même. Hein. Bon bref. Moi, Baz Luhrmann, je suis désolé, je le redis. Pareil. Oui, mais il a mis Leonardo. Ouais. Enfin bref, on est pas là. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas cette. Non, c'est pas la vraie version. C'est la vraie version punk. Roméo and Juliette. Je vous raconte pas l'histoire, vous la connaissez de toute façon. Oui. C'est ce sacré Willy Shakespeare qui l'a donc écrite. Et là, le narrateur, un peu différent, c'est Lemmy de Motorhead qui nous introduit comme Pourquoi, on ne sait pas. Mais il avait envie d'être là. Il avait un créneau de libre, je pense. Et donc direct, moi je trouve que ça a le mérite d'annoncer la couleur, quoi. On sait ce qu'on va regarder, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. C'est comme tu l'as dit, une accumulation de tout ce qui fait trauma. Ils ont rajouté l'histoire à l'eau de rose. Et évidemment, ils l'ont torturée, cette histoire. Enfin, ils l'ont complètement tordue et ont enlevé justement toutes les petits pétales de la pâquerette. Ils ont pissé dessus. Voilà. J'ai essayé d'avoir une jolie image. Merci Lola. C'est plus vrai. Et donc, chaque personnage est complètement zinzin. Il y a énormément de gags qu'on pourra pas résumer. Enfin, ça serait dommage de dénaturer le plaisir qu'on prend quand même à regarder le film. Au bout de 4 minutes, il y a des blagues de paix. Juste pour les blagues de paix sont lourdes. Pour les aficionados. Il y a de tout, de l'amour, de l'action, une cascade quand même, il faut dire. Moi, j'ai des voitures qui explosent. Oui, à la John Landis. Voilà. Vraiment, il y a de la musique. Je l'adore cette chanson, Romeo and Juliette. C'est génial. Et en plus, il y a quand même un truc moi que j'ai bien aimé pour le coup, c'est que ça va vraiment loin. C'est-à-dire que c'est pas ça met au bout d'un moment même mal à l'aise en fait les rapports entre les personnages. Il y a de l'inceste et ça joue avec ça quoi. C'est vraiment punk, sale gosse, c'est très drôle. C'est edgy quoi. Non, j'aurais pas dit ça, mais il y a vraiment, enfin tu vois, c'est pas pour le plaisir du spectateur, je trouve. Et donc je comprends mieux pourquoi est-ce que Lloyd Kaufman a pas aimé que les gens applaudissent, parce que c'est pas fait pour ça quoi. Complètement. Donc peut-être que le fait qu'on ne l'aime pas trop, tu vois, c'est logique. Je ferme le carnet. De rage. Après cette brillante analyse. Voilà. Moi je trouve que c'est un énorme banger. Oui, ça m'étonne pas. Je trouve ça prodigieux comme film, j'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup pour... Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit en intro, mais c'est le moment où il y a un certain... alors, lui, je l'aime moins maintenant, mais James Gunn, qui arrive dans le staff de la Trauma, qui avait fait, je crois, déjà, ou qui allait faire, je ne sais plus exactement, son premier film, Horribilis, et qui là est à l'écriture. Et c'était, je pense, la bonne période de James Gunn, avant qu'il sombre... dans le Watt millième Gardien de la Galaxie. Mais il y a une patte qui se reconnaît là. Moi, j'aime beaucoup, parce que je crois que j'aime beaucoup déjà, je suis très sensible à l'esthétique un peu
stoner, baggy, années 90. Mais oui. Piercing, tattoo. Exactement. Il y a déjà un truc qui me... Déjà, le contexte me plaît. Et puis, il y a, je vais le dire, parce que c'est vraiment ça qui m'a touché. Moi, le film me touche par l'histoire d'amour qu'il raconte. En fait, j'aime... je suis d'accord. J'aime cette relation entre ces deux personnages. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez positif pour les deux. Entre ce frère et cette sœur. Et alors, je me sens visée. Dit-elle en se caressant les cheveux. C'est très bizarre. Allez, Brice, tu couperas. Il est parti. Ouais. Il a démissionné. C'est vrai. Et je trouve cette histoire d'amour extrêmement touchante. Et moi, elle m'attrape premier degré. Et je suis d'accord. C'est-à-dire que peut-être malgré Lloyd Kaufman, peut-être malgré, mais il y a quelque chose d'assez réel que j'aime beaucoup. C'est un bon teen movie en soi. En fait, je trouve que tu as les mêmes sentiments que face à des films rom-com. Et c'est vrai que les deux acteurs, t'as l'impression qu'ils s'aiment vraiment. Avec une espèce de montage donc d'idylle quand ils consomment leur amour et qu'ils le vivent. Qu'est-ce qu'il est chic. Il y a une espèce de montage qu'on voit souvent dans les comédies romantiques, qui est le montage un peu idylle où on va manger une glace, on se promène sur les quais, voilà. On baise devant un musée. Et donc là, il y a cette scène, ce montage qui est complètement travesti, qui est complètement perverti, souillé, qui est génial. Où littéralement il y a du sexe dans des lieux publics où l'autre il a le froc baissé, on voit son cul devant. Après, ils se font tatouer dans la rue là. Ils se font tatouer dans la rue sur le pubis, ils pleurent parce que voilà, enfin mais j'adore en fait cette scène, ça me remplit de joie en fait de voir ça. C'est coup de foudre à notre Non mais ça ressemble vachement à ça. Et de manière je disais, parce qu'il y a un film que j'ai vu cette année que j'ai beaucoup aimé, j'en ai parlé je crois ici, qui est Miséricorde d'Alain Guiraudie, dans lequel il y a... on questionne la transgression de manière assez... On va assez loin dans le questionnement de la transgression, et où en fait on finit par... dans Miséricorde, vous le verrez, mais on finit par transformer quelque chose, par relativiser quelque chose d'extrêmement négatif, et en tout cas se poser les bonnes questions face à un événement qui peut arriver, face à un crime, face à voilà. Et là, ça m'a fait presque écho à ce film-là, parce qu'il y a effectivement cette histoire d'inceste, hein. Bon, je spoil le film, mais donc on se rendra compte que Roméo et Juliette sont en fait frères et sœurs et le savent pas, et en fait on s'en tamponne, et je trouve ça extrêmement... je vais pas dire que c'est bien s'il te plaît, ne dis pas ça. Non, parce que là, moi, j'ai beaucoup de séances chez le psy. Le carnet ne suffira pas, là. C'est pas ça que je veux dire, mais ce qui est génial, c'est de... Je vais mal dormir. C'est en tout cas, c'est de poser la question, et c'est de pas condamner. Et c'est de... Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est une démarche qui est assez louable dans la manière dont c'est fait. Mais parce que, pour le coup, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un film qui se comporte comme un film. C'est-à-dire que tout est... absolument fictif et voilà, et donc dans la fiction ça peut arriver quoi. Tu vois. Et donc et on tombe pas dans un avec l'épilogue et tout, c'est vraiment le conte tordu et on avec les gamins à la fin. Oh là là. Dans le New Jersey là ils sont pour le coup. Oui. Et on tombe pas dans la morale, on tombe pas dans et donc ça c'est un truc c'est un truc c'est une démarche que j'aime bien. Voilà, mais bon après effectivement il y a l'humour, moi j'étais mort de rire, je sais pas, dès la blague de paix de la 4e minute avec le père, mais ça c'est bon, après ça c'est personnel, je peux concevoir une sensibilité sensibilité partagée dans la famille, je crois aussi. je peux concevoir que ça fasse pas hurler de rire 100% des spectateurs de voir un mec qui pète à chaque fois qu'il se lève, mais moi je comprends pas. Voilà. Moi en tout cas ça m'a fait beaucoup rire, et puis le film est après ça le film c'est festival, il y a énormément d'inventivité dans les mises à mort, dans les enfin c'est voilà, et tout est libérateur, tout est cathartique. Quand on coupe la tête de cet abruti de je sais plus comment il s'appelle, voilà, Tyrone, voilà, et ben on est content, et voilà, enfin moi c'est un film qui a été vraiment lumineux pour moi, voilà. Mais voilà. Moi, mon personnage préféré, c'est Ingrid Capulet, la mère, la mère qui ne dit rien et qui est juste avec des très longs cheveux, qui a l'air perdu, sous Xanax. Tu vois, j'adore ce personnage. Je le trouve dès qu'elle est, et qui se fait malheureusement taper dessus. Mais dès qu'il est là, moi j'étais pleine d'amour pour cette femme. Non mais. Je suis d'accord que le film est très lumineux. Voilà, c'est ça qui me plaît en tout cas. Moi j'ai beaucoup aimé
parce que tu parlais de James Gunn, mais qui a un petit frère, Sean Gunn, qui joue Sammy Capulet, qui meurt rapidement. Moi, j'ai découvert ce mec-là dans la plus grande série de tous les temps qui s'appelle Gilmore Girls, pour ceux qui ne connaissent pas. Il est dedans Bien sûr, il a le meilleur rôle. Le meilleur rôle de Gilmore Girls, c'est... Ouais, bon. Non, mais moi j'ai bien aimé ce personnage et je trouve, sur un ton beaucoup plus sérieux, mais par contre je trouve qu'il y a un érotisme dans ce film qui est très réussi, et il y a cette scène de sexe entre Roméo et Juliette dans la cage de verre. Ben, moi je trouve qu'on... Elle est pas cringe. Ouais. Ben, en fait, je trouve qu'on sort de la trauma et qu'il y a une super scène érotique et qui fonctionne hyper bien. Et c'est bien filmé, c'est pas gênant, il y a pas de... J'ai adoré cette scène. Voilà. Enfin, Et ça te sort de tout le ton du film, je trouve. Malgré toute la situation. Oui, c'est pour ça que le premier degré, tu te fais attraper par l'histoire entre les deux persos, quoi. Ouais. Il joue Kirk. Oui, bien sûr. Vous avez été Gilmore Girls, là ? Ouais, ok. Bon. Il n'y avait que lui qui pouvait le jouer. C'est un peu la force de proposer, en premier abord, des scènes, des thématiques qui repoussent ta propre moralité, en tout cas, ou des trucs où tu t'es mal à l'aise, etc. Et en fait, de le mettre en scène, pas du tout, et on en parlait tout à l'heure, avec un jugement moral derrière, juste de mettre en scène des choses simples, des idées trash, même souvent, mais sans présenter un jugement de valeur morale derrière, en fait, quoi. Et c'est pour ça que c'est aussi lumineux et libérateur comme film. Et ouais, moi j'aime bien de base, en plus, le fait de tordre un conte ou une histoire, et moi ça m'a fait penser un peu à un film que j'aime beaucoup de Palma, Phantom of the Paradise, dans l'esthétique kitsch, et dans le fait de tordre un conte pour en faire quelque chose d'autre. Enfin, ça m'a beaucoup plu, ça. Ouais. Et de tordre ce tabou. Donc, Roméo et Juliette, c'est qui, Phantom of the Paradise et Miséricorde, quoi. On a dit, c'est la Palme d'Or, en fait. Non, faut peut-être pas. Mais c'est vrai que c'est difficile d'aborder comme ça ce thème incestueux, là. Enfin, et de ne pas le rendre gênant, comme ça. Enfin, je sais pas. J'ai eu une pensée à Christine Boutin tout de suite. Ah oui. Mais quand on parle d'inceste, oui. Forcément, on pense au plus grand représentant. Voilà. On va se faire. Moi, je ne paye pas l'attaquant de diffamation. L'a dit, c'est pas de la diffamation. Mais en plus, Christine nous écoute. Donc, oui, elle est fan. On l'embrasse. Elle met des coms à chaque publi, elle like, c'est la première à liker à chaque fois. Merci. Chris BTL. Et son mari cousin, bon bref. Le cousin machin. Aïe. Bon, et alors toi, Maxime, ça te plaît moins Ouais, ça me plaît moins. Alors, dis-nous tout. Mon discours va pas être très cohérent, j'en suis conscient. Je trouve que Roméo et Juliette est presque trop bien. Je vois, oui. Voilà. Donc t'es en mode. Il est un peu trop mainstream, Kaufman, peut-être. Un peu trop. Alors, ouais, ça sort trop de la trauma. Ouais. Voilà, j'ai pas envie de faire le mec snob qui dit oh là là. Non mais attends. Quel cinéma grand public. Je veux plaise qu'à moi. Sinon, ça dégage. Encore un du cinéma pour enfants. Non, pas du tout. Non, c'est que je trouve que, alors, oui, effectivement, il colle à la trauma, il y a quand même un peu de l'ADN dedans, mais je trouve qu'il y a un décalage entre les très belles images, justement, entre ce scénario bien construit, tout est bien fait, et ce trash ambiant qui a l'air, pour moi, un peu inséré pour faire un peu trauma. Un peu plaqué dessus. Ouais. Un peu plaqué dessus, ouais. Ce que je trouve qu'il n'y a pas du tout dans Poltergeist, par exemple, qui est beaucoup plus trash, certes, mais c'est surtout, il est beaucoup plus moche, en plus, comme film. Il y a aucune... Là, dans Roméo et Juliette, en fait, tout ce que vous avez dit, c'est ce que moi, je suis un peu de mal avec le film, c'est qu'en fait, il m'attrape, et vraiment, presque, j'ai l'impression d'être devant un film au cinéma, et de le vivre vraiment, et... Un Nolan, quoi. Et est-ce que tu dirais qu'on est dans cette phase de pilier esthétique où ça y est, on est sur un courant presque, et du coup on surintellectualise quelque chose? Tu penses qu'on est là-dessus ou pas? Peut-être pas autant, Camille. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu, je trouve, à Danny Boyle. Les premiers films, tu vois. Il y a un peu de ça. En plus exagéré, en plus trash. Non, justement pas plus trash, mais en plus vulgaire, mais
ça pourrait être, tu vois. Alors après, il y a le côté aussi, pour revenir justement à Danny Boyle, il y a le côté hyper numérique qui évidemment joue, tu vois, à l'image, ça se voit. Et c'est hyper Danny Boyle, c'est hyper ces années-là, justement, fin 90, début 2000. Peut-être que ça joue, mais je sais pas. Tu vois, quand je me dis, je vais regarder un film de la trauma, je me dis pas, je vais regarder Roméo et Juliette. Parce que je trouve pas que ce soit celui qui, tout de suite, me fait ressentir l'ADN trauma, me fait mettre dans cette bulle trauma. C'est pas Toxic Avenger. Alors après, bien sûr que si je le prends à part le film, oui, je l'adore, il est très bien. Juste, je le trouve mal intégré un peu dans l'univers trauma. Et moi aussi, je comprends Lloyd quand il dit quand j'ai vu le succès, j'ai pas voulu le sortir parce que j'avais pas envie que les gens applaudissent. Et moi j'aurais applaudi en fait, tu vois, à la fin de Roméo et Juliette. Alors qu'à la fin de Poltergeist, je suis en train de vomir. Tu vois. Donc voilà. Même au début. Oui, je l'aime bien en plus. Enfin voilà. Il est moins politique aussi, des quatre. Tu vois, là, on a quand même beaucoup parlé de. Dans les autres, on a beaucoup parlé de politique et là, il est moins. Il l'est moins. C'est vrai, un peu moins, ouais. Il l'est moins, mais moi je crois que c'est le côté, j'avais pas vu le truc, mais le rapprochement avec le début de carrière de Danny Boyle est pas con du tout. Il y a un petit... il y a un petit truc, une petite vibe, petit meurtre entre amis, ces trucs-là. Et en fait, moi, c'est mon péché mignon, ces trucs-là, quoi. En fait, donc, c'est... Et j'en suis pas fier, parce qu'il y a plein de gens qui détestent Danny Boyle, et voilà, mais et les blagues de paix. Slumdog Millionnaire, c'est son film préféré. Là, le message politique est d'une puissance. Avec la chanson des Pussycat Dolls. Surtout. Mon Dieu. Mais je pense que j'ai été beaucoup séduit par le contexte et la DA du film, quoi, qui me plaît. Mais je pense que c'est aussi nous, vu qu'on n'est pas des traumas aficionados de base, je pense que c'est un film qui est fait pour qu'on puisse aborder la trauma. Vraiment, et je trouve ça bien qu'il existe parce que ça permet de mettre un pied dedans et de se dire ah ok, ce genre de film là existe, qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière, et après ça ouvre une porte à tout ce dont on a parlé avant, et finalement l'ordre est un peu illogique quand on en reparle comme ça, mais c'est vrai que je disais que Toxic Avenger c'était bien pour commencer la trauma, mais finalement pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui aime juste mater des films un peu trash, un peu gore, est-ce que c'est pas mieux de commencer par trauma? Tu vois, je sais pas, parce que tu parlais de Poltergeist, mais moi on s'était posé la question d'en parler dans un épisode à un moment, et c'était Thomas qui l'avait choisi, et j'avais commencé à le regarder, ne connaissant pas du tout l'histoire de la trauma en général, et j'ai été tellement choquée. Un gars qui se prend un doigt dans le cul. Et en fait, j'ai dit à Thomas, c'est pas possible, on peut pas parler de ça. Je comprends pas. Et en fait, j'ai été très vite repoussée, expulsée de cet univers-là, et j'y suis pas retournée jusqu'à maintenant. En fait, tu vois, il y a un truc. Donc, est-ce que c'est pas une porte d'entrée? Ça dépend des sensibilités, je pense. Tu vois, c'est un peu comme avec la musique. En gros. Soit t'as des gens qui vont adorer le punk hardcore dès le départ parce que le choc justement les saisit et c'est trop bien. Léo, le petit-fils de Lloyd Kaufman, je sais pas si vous voyez. Et puis il y a des gens qui vont rentrer plus par le pop rock. Tu vois, en disant en fait j'aime bien, enfin tu vois, et progressivement se spécialiser un petit peu, affiner leurs écoutes et se diriger vers des choses plus extrêmes. Moi du coup j'aurais plutôt cette tendance après Toxic Avenger. Donc tu conseillerais Roméo en premier à quelqu'un qui n'aurait pas vu. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien et qui n'est pas du tout au courant des intentions de la trauma et de l'histoire de Kaufman, et voilà, je pense que c'est extrêmement choquant d'arriver et d'avoir un Poltergeist ou les mémés cannibales. Les mémés cannibales. Et encore, ça va, parce que Poltergeist, moi je me souviens, j'ai regardé une vingtaine de minutes. J'étais en mode, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe Elle était choquée, la grande bourgeoise en elle a été choquée. Mais non, mais j'avais l'impression que ça insultait beaucoup de mes valeurs, alors qu'en fait, pas du tout. Tu vois, je me suis trompée sur le degré du film, tu vois, et je pense que c'est pas forcément facile à saisir comme ça dans un premier temps. Même si on adore les films d'horreur, même si on adore le trash, même si voilà. Enfin, moi en tout cas, je suis super contente d'être rentrée dans la trauma par les 4 films que tu nous as proposés, qui sont quand même qui se ressemblent mais qui en fait sont assez différents,
et voilà, qui te permettent en fait, de comprendre et de savoir pourquoi on regarde ça, de savoir pourquoi ça existe et pourquoi c'est important que ça existe. Et sans doute Poultrygeist aussi, je vais le regarder. je m'y colle dès la fin de cet épisode. Ouais, je ne suis plus choquée. Il y a un poulet dans des chiottes. C'est particulier comme film, mais il défend beaucoup de valeurs qui, à mon avis, sont les tiennes en plus, pour le coup, comme tous les traumas. Mais c'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi que c'est peut-être un peu violent au début. Peut-être, c'est pas non plus celui que moi je conseillerais, mais tu vois, genre, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande qu'est-ce que tu me conseilles pour trauma, et en général je dis tout de suite Toxic Avenger, quoi. Moi, pour moi, c'est celui qui, à mon avis, représente presque le mieux. C'est presque explicite avec ce super héros qui vient pour défendre un peu tout le monde, c'est presque explicite des intentions de la trauma, quoi. C'est assez manifeste. Oui, tout à fait. Et puis en plus, ça, je veux dire, c'est littéralement le trash, quoi. Oui. C'est né des déchets, une proposition, quoi. On est des déchets, mais on est fiers de l'être. Et on va se battre pour continuer à l'être, en plus. Je me trouve particulièrement intelligente. Ça, c'est le foulard. Ça, c'est la gueule de bois. C'est le foulard, je pense. Très efficace. Elle a un petit foulard en soie autour du cou. Les bourgeois, c'est pas bien. Bon, voilà. Non, et puis, l'année 2025 commence bien. Puis je crois que j'ai été aussi séduit par le fait que c'est littéralement une énorme chure. Si tu reparles des pêches, J'étais vraiment séduit. Une énorme chure, il a dit. Une énorme chure sur le nez de Baz Luhrmann. Oui, et ben voilà, l'autre public, si vous voulez regarder une réinterprétation moderne de Roméo et Juliette, je pense que vous pouvez vous tourner vers Roméo et Juliette plutôt que vers... Bon, non, ça c'est personnel, mais plutôt que vers Baz Luhrmann, mais... Non, mais c'est sûr, c'est évident. Le côté relecture comme ça d'un grand classique, c'est une démarche qui me... Le prêtre aussi, on n'a pas parlé du prêtre. Le prêtre. Mais c'est génial parce que tu vois, il y a un prêtre... Et évidemment, il est pédophile. Et tu le vois bien. Et moi, il a une décapotable blanche. J'étais devant mon écran et j'ai gloussé. Comme tu peux rien faire, c'est mécanique. Et du coup, comme dans Rabbit Granny, t'as des blagues sur église et pédophilie et ça fait plaisir, quoi. Voilà. Les petits bonheurs de la vie. Super, Léo. Ne pas prendre cette phrase de Léo. Oui. Non, hors contexte. Surtout pas. En faire un mème. Ne faites pas des clips audio, s'il vous plaît. Léo va être censuré. Ah là là. Ouais. Bon, ça fait plaisir, hein, franchement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode où on se tape pas des purges, quoi. Enfin, là, parce que... surtout, on s'engueule pas parce qu'on pouvait plus se piffrer. Et là, il y a Maxence qui est arrivé. Voilà, je suis le drapeau blanc. On avait passé par des fêtes de Noël, donc on a vu les vrais. Ça a joué. Je plaisante. C'était bien les films de Noël, en vrai. Non, c'était l'épisode d'avant, là. Ouais. Ah non. Je suis en angoisse rien que de le chapitrer demain parce que bon bref. Bon. Faut pas dire les secrets de production. Et bien avant de nous quitter, et ça c'est pas un secret de production parce que ça fait maintenant 42 épisodes, il faut avoir une petite recommandation, se raconter ce qu'on a fait dimanche, et comme d'habitude personne n'a réfléchi. Donc si, Camille la bonne élève, vas-y. Et je pense que c'est bien que ma reco tombe juste après la blague de Léo, très problématique. Oh merde. Parce que moi ma reco c'est Conclave. Ah voilà. Ralph Fiennes. Oui, alors Ralph Fiennes qui est vraiment un gigantesque acteur. Ouais. Non, pas beau gosse du tout, mais acteur. Bon après chacun dans sa vie. Hein. J'ai vraiment des goûts de merde. Je le trouve terrifiant moi, Ralph Fiennes. Ah, mais c'est parce qu'il a fait Voldemort, mais... Non. Ah ouais, c'est un film de Edward Berger, un Allemand, qui avait fait avant À l'Ouest rien de nouveau. Ah oui, ok. Très beau texte, bref. Et Conclave, c'est bien. Il paraît, ouais. Déjà, c'est très très beau. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des rouges aussi profonds, aussi sublimes. Enfin, je vous le conseille sur grand écran. Et ça parle quand même... c'est très thriller, c'est très classieux, c'est pas très punk, hein, clairement, en termes de mise en scène. Mais ça raconte... on suit Ralph Fiennes, qui en fait est l'organisateur du conclave, donc pour déterminer le nouveau pape. Et ça se passe pas bien, quoi, parce que c'est l'Église, et que l'Église, sur tous les points, est une entité dépassée, quoi. Donc c'est pas mal. Et c'est vraiment vu comme un thriller, pas mal du tout. Et Geoffrey... Vas-y. T'as le droit, hein. Oula, je bug, ça y est, rattrapé par mon état. Non, parce que Ralph Fiennes, deuxième reco avec lui, il y a une mini-série, je crois, qui est disponible sur Arte, à moins que ce soit sur France TV, et je n'ai plus le titre.
Et il joue un tueur. Ah bon, mon père. Il fait très très peur. Ah ouais? Ouais. Ah bah écoute. On peut passer à quelqu'un d'autre. Donc la série avec Ralph Fiennes, to be continued. Moi je vais vous parler, parce que je l'ai aussi d'une autre, d'une série également. Bon, alors j'en place une, je suis un énorme normie. J'ai enfin regardé la saison 2, terminé la saison 2 de Arcane. Bon, c'est vachement bien, mais bon, tout le monde l'a vu. Non, pas moi. Bah écoutez, tu l'as pas vu? J'attends quelqu'un pour le regarder. Ah bah, et t'as pas aimé toi, Léo? T'aimes pas? Bah, j'ai pas trop envie d'en parler en fait. Mais ouais. Ah, coup de gueule. Non, mais je sais pas, je trouve pas ça très intéressant et je trouve que c'est une masterclass d'animation, mais que derrière c'est pas. Oui, je suis désolé, mais bon. C'est l'histoire de bébé Cadom, ça on est d'accord. Mais attends, Vi, je suis désolé, elle devient flic épisode 2 là. Oui, ça y est, quoi, elle devient fasciste direct, mais elle se repent. Moi je l'ai pas vu, arrêtez. Ouais. Mais c'est pour ça que le personnage à l'honneur, c'est pas Vi justement, c'est Jinx. Réel. Ils vont tout me gâcher. Donc, et à la fin, il meurt. C'est ça, genre merci beaucoup. Une vraie bonne série, qui n'est pas une série pour les bébés Cadom. Scavenger Reign, une série d'animation, de science-fiction, c'est si bien. qui est donc une série de Joseph Bennett et de Charles Huttner. C'est absolument magnifique. C'est une série qui a été, je crois, initialement distribuée par HBO Max, qui, devant le succès, disons, très modéré de la série, n'a pas signé pour une deuxième saison, ce qui est bien dommage parce que la série est incroyable. Vraiment, si vous aimez la science-fiction, un peu... Comment on appelle ça, la hard SF, quoi. Je veux dire, où on voit, il y a des vrais biomes, des vraies entités biologiques, tout ça qui sont décrites, qui fonctionnent, enfin tout est cohérent. Si vous aimez ça, vous allez adorer cette série, je n'ai aucun doute. Et donc une saison 2 qui était prévue, qui n'a pas été faite. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que là, la série est rediffusée par Netflix et cartonne de manière assez étrange. Et ça fait plusieurs années qu'il y a un trailer de la saison 2 qui existe et qu'elle est déjà écrite en fait. Et en fait, la question d'une saison 2 revient de ce que j'ai compris parce que le succès de la ressortie sur Netflix, voilà. Mais c'est magnifique. Juste pour le pitch en 2 secondes, c'est des gens qui sont c'est un vaisseau spatial qui se crache et il y a des survivants qui tombent donc qui se retrouvent sur une planète, une xénoplanète avec un écosystème et tout un tas d'animaux, tout ça hostile. Et bien, on va suivre des couples de personnages qui sont très très bien composés, qui vont essayer de survivre sur cette planète, essayer de s'en extirper. Et l'enjeu de la série, c'est de découvrir, de contempler le fonctionnement, de contempler le fonctionnement et l'imbrication des différentes espèces les unes avec les autres. Enfin, c'est très très bien. Voilà, et c'est assez unique. Je me permets de revenir sur ce que j'ai dit, parce qu'évidemment j'ai dit n'importe quoi. C'est pas Ralph Fiennes. C'est Ralph Lauren. C'est Tim Roth. Bon, qui ressemble. Il fait des super blagues sur Tim. Non, j'en ai marre. Et la série c'est Rillington Place. Ah oui, ok. D'accord. Voilà, okay. c'est bon. Les ratoums en direct. Bah, c'est mieux, hein. Ça évite le montage. Ok. Maxence, toi, tu as peut-être... Yes. Moi, je vais rester dans le trash. Ouais. Parce que, voilà, ça me plaît. Et je vais vous conseiller de la saison 2, je crois qu'il arrive le 10 janvier, donc vous pouvez revoir la saison 1 en attendant, de Chair de Poule. Ah, je savais même pas qu'il y avait une série. Mais bien sûr. Le trash pour enfants, finalement. C'était trop bien, les Et disponible sur Disney+. Moi, j'ai déjà vu la saison 1, du coup. J'attends la saison 2 avec impatience. Je suis presque persuadé que c'est le 10 janvier, à revérifier. Et là, on est dans un truc hyper méta où les livres existent. Les enfants ont lu les livres et ils font sortir l'intérieur du livre dans la réalité. Ah oui, trop bien. Il y avait un film un peu comme ça. Chair de Poule aussi, ouais. Putain. La vieille dame derrière. Non, mais Machin Stories, là. Scary Stories. Scary Stories, voilà. Effectivement. Il y a eu le film Chair de Poule aussi, qui se passait comme ça, avec, Jack Ryan. Non.
J'ai plus le. Enfin bon, voilà. Mais saison 1 et on est prêt pour la saison 2. Mais tu sais que c'est rigolo parce que c'était notre DA du logo Chair de Poule. On voulait que l'horreur du dimanche, ça fasse penser à. Mais vous êtes des gens de goût. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est le frisson mou, nous. Nous, c'est frisson mou. C'est frisson mou, par contre, ça fait pas très peur. Ouais, c'est Chair de Poule non plus, c'est un peu ça. Oui, c'est ouais, c'est mignon. Lola. Ouais, alors moi je vais pas vous recommander les repas de Noël parce qu'on a mal au bide et qu'on a envie d'arrêter de manger et de boire. Non, de boire, non. Mais non, moi je crois que Thomas avait parlé de Danny Eraz dans une reco où il a fait 15 recos comme d'habitude. Oui, mais donc Danny Eraz, évidemment, donc des Twitchers politiques qui, je vous invite, font des meetings politiques très intéressants où ils rencontrent plusieurs personnalités politiques. Mais moi, j'ai eu la chance je le dis parce que je travaille rarement sur des choses qui m'intéressent, mais là, j'ai eu la chance de travailler sur leur Zawa Show et j'ai fait la nuit. Donc je vous parlerai pas du côté politique de la soirée qui était super, mais de cette deuxième partie de soirée. Et je trouve que c'est assez chouette parce qu'ils ont fait de la politique ils ont parlé politique avec des hommes politiques pendant 3 heures avant, et à la fin un peu sur une Discord ils disent ce qui nous réunit tous finalement, est-ce que ce serait pas la musique. Et moi j'ai eu la chance de travailler sur cette soirée là, donc j'ai la chanson dans la tête cette soirée-là d'un seul coup. Yannick, putain, je l'avais aussi, je l'avais. Mais il y avait Flavien Berger, ouais. des DJ sets. Alors moi, c'est pas forcément le genre de soirée à laquelle j'irais comme ça, mais en fait, il y a une ambiance incroyable. C'est hyper, on se sent vachement en sécurité, on se sent avec des gens qui, enfin, je sais pas, il y a un truc. Voilà, c'est pas mon genre de musique ou de soirée, mais en tout cas, travailler dessus, c'est incroyable. Et même, je pense que dans le public, ça doit être vraiment chouette. Donc, je vous conseille, dans leur prochain événement, de vous prendre des places, en fait, parce que c'est hyper intéressant. Et en plus, on découvre des artistes dans la deuxième partie de soirée qui sont vraiment cool, en fait, et dont on ne parle pas d'habitude. Et, voilà. Et c'est des gens bien. Le Zawa Show. Okay. Le Zawa Show, la Zawa Night. La Zawa Night, le Zawa Show. Les titres, par contre, c'est n'importe quoi. Et il manque qui? Il manque Lélé? Oui. Tu l'as pas dit? Oui. Moi, je fais un Joker. Il y a un peu en rapport quand même. Je vais vous parler Joker, le Folie à 2? Ouais. C'est ça, Hugo. Cette énorme merde. Non. Je vais parler de 2 de mes artistes préférés avec une. Julia Ducournau. Avec une artiste musicaux préférée avec une démarche de fond très politique et très intéressante. C'est MF Doom et Fugazi. On se dit mais ça n'a rien à voir comme ça. Mais en fait, MF Doom, c'est un de mes artistes préférés et c'est quelqu'un qui a toujours refusé de signer dans des grands labels parce qu'il voulait faire la musique qui lui plaisait avec les gens, qui avait des choses intéressantes à raconter et dont il aimait la musique aussi. Donc gros big up MF Doom qui nous a quittés en 2020. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Finalement, ça y ressemble pas mal. Parcours de vie un peu brisé, mais quelqu'un qui a tenu ses valeurs morales et politiques jusqu'au bout et que je trouve incroyable. Et Fugazi, c'est de la frappe. Fugazi, c'est très très bien. C'est un groupe de punk, post-punk qui fait suite à Black Flag ou Minor Threat, je sais plus, c'est toujours l'un des deux, je confonds toujours, bref. Et c'est un groupe pareil qui a toujours refusé de faire du merch parce qu'il trouvait ça dégueulasse de vendre du merch. Bon, après on en pense qu'on veut, mais en tout cas leur ligne politique a été respectée pareil jusqu'au bout, jusqu'à ce que le groupe se sépare. Et mettaient leur CD à des prix extrêmement bas. Ils mettaient leur CD à $7 et leur concert aussi à $7 maximum, c'est-à-dire que dès qu'ils pouvaient faire des concerts gratos ou distribuer de la musique gratuitement, c'était possible et c'était le cas. Donc voilà, pratiquer, enfin en tout cas faire de la musique, faire du cinéma en gardant des valeurs morales. À une époque, possible. Pardon, mais à une époque où le punk rock comme ça qui était à la mode, c'était le moment où il y avait énormément de vendus, de traites. Ouais. C'est là qu'il y a eu les Green Day, les Offspring, tout ça, qui étaient des groupes underground initiés, à la base, et qui sont devenus, qui ont collaboré avec des majors et qui ont explosé. Et Fugazi, ils étaient là-dedans, et en fait, eux, ils sont restés en dehors de ce système, quoi. Et moi, c'est un groupe que j'adore. Hein. Voilà. Et en plus, il y a un label qui a été créé par les membres de Fugazi qui produit toujours des artistes. Donc allez-y, checkez tout. Je pense qu'avec ces recos, on a perdu tous nos auditeurs de droite. Ah merde, putain. C'est dommage. Non, ciao. Je pense qu'on les a perdus au mot trauma. Oui, c'est vrai. Eh bien écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à Maxence d'être revenu. Merci beaucoup. Merci à vous. On applaudit Maxence. Vous êtes trop bien.
tu es ici chez toi, tu peux revenir quand tu veux. Voilà. Demain. Il y a une raclette demain. Il y aura toujours des viennoiseries, des machins, des trucs. Merci à vous, merci à tout le monde. Bonne année à vous, les auditeuristes. Et bonne année. Puis merci pour les gentils commentaires. Merci. On les voit, on les lit et ça nous fait très plaisir. Ça fait chaud dans le bidou, comme on dit. Merci. Personne ne dit ça. Merci à Brice. Merci Brice. Merci Brice. Merci Brice. Brice, hein, t'es le meilleur, Brice. Ouais, voilà. T'es notre seul choix, mais bon, t'es le seul dispo. Donc, mais du coup, t'es le meilleur. Le moins cher. Voilà, bisous, à bientôt. À dans 2 semaines. Ciao. Ciao.